Bienvenue dans l'émission Roule avec Driver. Aujourd'hui, on va faire une spéciale. Un groupe très important de New York. Pour être plus précis, de Harlem. Plus qu'un crew, plus qu'un groupe, un mouvement. Dipset, Diplomate, comme vous voulez. C'est ces gens qui ont révolutionné pas seulement le rap new-yorkais, mais aussi la façon de s'habiller, la façon de se tenir. Vous voyez très bien de qui je parle. Dipset, c'est Cameron, c'est Juelz Santana, c'est Jim Jones, c'est Freaky Zeke et bien d'autres. On va parler de tous ces gens-là. Et pour ça, avec moi, j'ai l'homme que l'on appelle Double Z. Hey, bonsoir à tous. Voilà, ça va? Ça va, super. Voilà. Je sais que tu adores cette équipe. T'étais obligé d'être là. J'étais obligé. C'était une évidence que je sois présent. Quand tu disais c'est quand qu'on fait une Dipset, mais j'ai harcelé Driver. C'est quand qu'on fait Dipset, c'est quand je vais être là. Et voilà. Ça y est, on y est, c'est bon. Je suis content, je suis satisfait. Très bien, c'est le moment. Hugo à la technique. Yes, ça va? Très bien et toi? Super. Ça va. Je vois que tu bois ce breuvage. C'est du café, attention. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Dipset, ça commence par Cameron, ce rappeur d'Harlem, très fort en basket, connu comme étant un grand basketteur, même s'il mesure pas 2 mètres. C'est un mec très technique et les mecs sur les playgrounds à Harlem là-bas, ils rigolaient pas. Et ce mec se met aussi à rapper, donc comme il est déjà populaire en tant que basketteur, on le regarde, on l'écoute et il y a pas de souci. À cette époque-là, il rappe avec Maze. Mais ils ont un duo qui est beaucoup plus hardcore que ce qu'on a pu voir quand Maze est sorti. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelait pas Cameron, il s'appelait Killer Cam. Maze s'appelait Murder Maze. Je sais que ça peut paraître fou quand on voit Maze, ce qui est devenu Maze quand il a commencé à sortir des disques, mais oui, il faisait bien du hardcore à la base. Et les deux jouent au basket ensemble d'ailleurs, et ils se sont retrouvés à faire ce duo rapologique. Ils ont fait un peu de chemin ensemble, et Maze s'est fait repérer d'abord par Bad Boy, et il lui propose un deal énorme que Maze ne pouvait pas refuser, donc il est parti faire son truc de son côté. Cameron n'était pas super content que le groupe se casse comme ça, mais finalement il a dit c'est ta chance. Moi, tout ce que je te demande, c'est quand moi j'aurai mon deal et je referai mon album, faudrait que tu viennes sur mon disque et tout. Et Maze lui a dit ok. Bon, au final ça s'est pas passé aussi simplement. Maze lui a demandé de l'argent. Juste pour un refrain en plus. Il faisait juste un refrain sur le premier album de Cameron. Bon, ça a été toute une embrouille, mais en tout cas, voilà. Maze part chez Bad Boy, du coup, Cameron se retrouve solo. Mais il y a un mec, et pas des moindres, qui a repéré Cameron. C'est Notorious Big. Le grand Biggie, le regretté Biggie, qui se dit non, ce mec est fort. Et à ce moment-là, en fait, Biggie, ce que peu de gens disent aujourd'hui, parce que Biggie n'est plus là pour en témoigner, mais c'est que, en vérité, il avait des petits soucis de business avec Puff Daddy. Puff Daddy aime beaucoup dire, oui, Biggie c'était mon meilleur ami, mais il se gênait pas à faire signer des mauvais contrats à Biggie. Et quand Biggie s'en est rendu compte, il s'est dit, ok, je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, je vais renégocier mon contrat d'édition avec Puffy pour gagner plus d'argent, parce qu'au début, il m'avait arnaqué. Et surtout, je vais monter mon propre label, mais qui n'aura rien à voir avec Bad Boy. Il a monté son label avec un mec qui s'appelle Lance Riviera, qu'on appelle Un, et le label s'appelait Undies. Bon, ce Lance Riviera est aussi connu pour avoir fait des bootlegs, donc sorti des CD pirates avant que l'un des albums de Jay-Z ne sorte. Et ça a coûté quelques ventes à Jay-Z, et Jay-Z lui a mis des coups de couteau. Jay-Z a failli aller en prison à ce moment-là, mais finalement, vous connaissez les Américains et leur amour pour l'argent. Lance Riviera a dit, tu sais, si tu me payes, je peux retirer ma plainte et tout. Donc Jay-Z l'a payé et l'histoire a été étouffée. Mais en tout cas, quand on cite le nom de Lance Riviera, il est beaucoup plus connu pour ça. Alors que c'était l'associé de Biggie. Et entre autres, ils ont produit Junior Mafia, l'album, et ils ont produit le premier album de Lil Kim. Si vous regardez, tout ça, c'est estampillé Undies. Et le truc, c'était de sortir d'autres artistes, et ils avaient donc signé Cameron, et ils avaient signé Charlie Baltimore, la rappeuse, qui était la dernière petite amie de Biggie, et qui allait se retrouver à signer chez Murder Inc., pour ceux qui ont suivi l'émission de la semaine dernière. Donc voilà, Cameron est signé chez Undies, donc le label de Biggie et Lance. Et malheureusement, entre-temps,
Biggie meurt. Mais Lance Riviera décide de continuer le chemin. Alors, le label qu'il a avec Biggie s'appelait Undies. Et là, comme Biggie n'est plus là, il fait son propre label à lui, tout seul, qui s'appelait Entertainment. Et dessus, il y a donc Charlie Baltimore et Cameron, pardon. Et il est là pour continuer ce qu'il avait prévu de faire avec Biggie. Et Charlie Baltimore ne sortira jamais l'album, mais Cameron, l'album s'appelle Confession of Fire. Et le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, qui s'appelle 357, était le premier single extrait de ça. Une incroyable pochette Ouais. de Cameron avec une torse nu sous une salopette. En cuir. Attention. Incroyable pochette. Voilà, avec le feu partout. Donc c'était dingue. Mais voilà, l'album n'a pas connu un gros succès. Mais en tout cas, il a imposé une nouvelle façon de rapper. Et il devenait de plus important, en tout cas à New York. Et ça lui a donné le droit, tu vois, Entertainment, le label de Lance Riviera, avait signé un deal avec Sony, Epic, si je me rappelle bien. Et ça lui a donné le droit de sortir un deuxième album qui s'appelait SDE, qui a encore moins marché, qui était pas mauvais, mais qui avait pas les bangers du premier album. Mais il y avait une jeune chanteuse sur cet album qui s'appelle Beyoncé. Exact. Là, les gens sont passés à côté parce que voilà, mais il y avait quand même Beyoncé dessus. Et en tout cas, il est là sur ses deux premiers albums. Il a un gars qui est tout le temps avec lui, qui lui fait des vidéos. À la base, c'est un mec qui veut faire des clips et qui veut faire des films. C'est Jim Jones. À l'époque, on l'appelle Jimmy Jones. Voilà. Capo. Voilà. Il est tout le temps avec lui. C'est son pote d'Harlem. Ils sont là. Ils bossent ensemble. Et voilà, ils commencent à avoir une vision. Finalement, le deal avec Entertainment, le label de Lance Riviera, se termine. Bon, après, lui, Lance, il a ses problèmes avec Jay-Z, tout ça. Il arrive à prendre une bonne fortune en faisant un peu de chantage à Jay-Z par rapport à ses coups de couteau. Je pense qu'il part vers d'autres horizons. Mais Cameron se dit pas que c'est fini pour lui. Il se dit que non, il y a quelque chose à faire. Donc, avec Jimmy Jones, ils ont cette vision de dire non, il faut qu'on remette Harlem sur la carte. Parce que finalement... le Queens a pris le marché à New York. Brooklyn aussi est là, avec Biggie, même s'il meurt, il y a Jay-Z derrière. C'est vraiment Queens, Brooklyn. Le Bronx, ça devient de plus en plus compliqué. Et à Harlem, finalement, il y a personne. Donc, ils se sont dit, bon, faut vraiment qu'on mette Harlem sur la carte et il faut qu'on ramène notre délire et tout. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un autre mec d'Harlem qui est un peu plus âgé qu'eux, qui les manageait avant, qui s'appelle Damon Dash. Et ce mec-là, c'est l'associé de Jay-Z chez Rockefeller. Rockefeller, ça marche déjà. Jay-Z, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il y a déjà Beanie Sigel aussi qui marche. Rockefeller, c'est vraiment en route. C'est vraiment le gros label new-yorkais. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se reconnectent avec Damon Dash, qui était leur manager à l'époque où vraiment il commençait à Harlem et tout. Je l'ai pas cité au début, mais il avait le groupe de Cameron, c'était Children on the Corner, quelque chose comme ça. Ils ont pas sorti de disque, mais ils avaient des mixtapes et ils rappaient vraiment dans le coin. C'était très très local. Et Damon Dash les manageait. Donc à ce moment-là, ils décident de se remettre ensemble et ils disent voilà, nous on a un nouveau son. Là il y a Cameron qui arrive. Derrière il y a les Diplomates. On a un jeune rappeur là, tout jeune qui s'appelle Joel Santana, c'est un tueur. On a tout un délire, tout un mouvement à mener. Viens écouter et on voit vraiment Damon Dash est conquis par le truc. Il dit voilà, nous on cherche un deal. Il dit non mais moi à Rockefeller je vous signe. On dit ah ok. Mais bon, apparemment il y a des précédents qui font que Jay-Z et Cameron ne s'entendent pas. Après sans que ce soit super profond, mais ils s'entendent pas. Donc quand Damon Dash retourne chez Rockefeller, il dit à ses deux associés Jay-Z et Biggs, voilà il y a Cameron qui arrive avec un nouveau son. Moi, j'aimerais le signer. Et il a tout le délire derrière d'Harlem, Diplomate. Je veux qu'on signe tout. Ça va marcher. Jay-Z dit qui? Cameron? Non, j'aime pas ce mec-là. On le signe pas. Donc, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont 3 producteurs. Biggs, Jay-Z et Damon Dash. Et que dans ces moments-là, vote à main levée. Toute la pression était sur Biggs. Biggs a accepté. Ils étaient 2 contre Jay-Z. Ils ont signé donc Cameron et Diplomate aussi. En gros, le label Diplomate, Dipset, à ce moment-là, il s'appelle pas encore Dipset, c'est Diplomate. Mais le label allait être sous Rockefeller. Mais pour ça, il faut que Jay-Z soit d'accord et que Biggs soit d'accord. Biggs l'a été, pas Jay-Z. Donc ils ont signé parce que 2 contre 1. Mais au final,
Jay-Z dit ok, vous êtes deux contre moi, mais Jay-Z dit moi je veux rien avoir à faire avec tout ça. Il dit moi Cameron j'y crois pas, je m'en fous et voilà. Ok. Damon Dash il dit pas de souci, je m'en occupe. Ils vont bosser avec un des producteurs maison qui est Just Blaze, qui est en train de monter tout doucement. Et là à ce moment-là, ils font Oh Boy. Ce morceau raz-de-marée. Ça veut dire ça prend tout New York, c'est fini. On n'entend que ça à New York. Ça sort de New York, ça fait le tour des États-Unis. Cameron, en un single, il a mis tout le monde d'accord. Jay-Z qui voit ça, il se dit ah ouais, ça prend quand même. Ah, il y a la fameuse histoire. Il commence à se dire ok, je le vois. Et finalement, ils sont en train de préparer l'album de Cameron qui sera Come Home With Me, le premier album chez Roc-A-Fella. Et là à ce moment-là, Jay-Z dit à Damon Dash ouais, s'il a besoin de moi sur un couplet, moi je suis d'accord. Alors qu'il détestait, il voulait pas, il aimait pas, mais en fait en voyant le succès, Jay-Z s'est dit, et Jay-Z c'est quelqu'un qui respecte que le succès en vrai. Des fois il va pas aimer ce que tu fais, mais si tu marches tout d'un coup il t'aime bien. Alors, j'en parlais la semaine dernière pour l'émission de Murder Inc. Lui il croyait pas en DMX, il croyait pas en ce son de Swizz Beatz, il croyait pas en ce son de Rough Rider, et dès que ça a marché il a dit ok, mon nouvel album faut qu'il sonne comme ça. Il a invité DMX, il a invité Swizz Beatz, il a invité Ja Rule, même si c'était autre chose. Ben là c'est pareil, il sent que la mayonnaise est en train de prendre au niveau de Cameron, donc il décide de ok, je vais me poser, s'il a besoin de moi sur un couplet, moi je suis là. Donc Damon Dash il dit ok, il dit ça à Cameron dit ok. Il faut un morceau qui est mythique, qui est magnifique, qui est mortel, qui s'appelle Welcome to New York City, qui est incroyable et qu'on écoutera en fin d'émission. Et voilà, mais en tout cas, il y a une sorte d'animosité entre les deux, mais pour le business, ils acceptent de travailler ensemble. L'album de Cameron sort, Come Home With Me, une tuerie, platine, il retourne tout. Il y a des gros singles comme Emma, Daydreaming, vraiment, il retourne tout. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Oh Boy, il met sur la carte Juelz Santana. Exact. Qui en fit sur le morceau. Et là, à ce moment-là, les gens se disent, ok, Cameron les chaud, mais il y a le mec là, qui met sur sa tête un bandana couronne. Une sorte de passation de pouvoir en mode, ça y est, je te mets en avant, t'es le nouveau. Voilà. On va t'attendre. On t'attend au tournant, t'es le prince de la ville maintenant. Voilà. Donc il y a ça, et là les gens se disent ok, c'est pas le public se dit il y a Cameron, mais il y a d'autres gens derrière et tout. Puis il y a ce mec qui est tout le temps habillé en rouge. C'est un mec de la East Coast, mais il fait des brochings un peu comme les mecs de la West Coast. Il fait toujours un signe de B, mais son œil dedans et tout. Ce B, c'est le B de Blood. Ce gang qui est célèbre sur la West Coast, tout ça. On se dit, ok, ils ont un délire. Et surtout, Cameron arrive habillé en rose. La panthère rose. Il arrive en rose, et ça, à l'époque, c'est pas fréquent. Tout le monde se dit, le rose, c'est une couleur de meuf. C'est gay, surtout. Voilà, c'est une couleur de meuf. Et si tu le fais et que t'es un homme, c'est que t'es gay. Vous savez très bien dans le milieu du hip-hop comment on voit les gays. Très machiste. Voilà. Et Cameron, il arrive à mettre du rose tout en restant entre guillemets viril. Quand on le regarde, à aucun moment on se dit c'est gay, à aucun moment on se dit c'est une meuf. Il arrive à mettre... En fait, je sais pas comment il se faisait customiser ses affaires, mais en gros, tout ce qui existait en large, parce que faut savoir qu'à cette époque-là, la mode est très très large au niveau du hip-hop, les baggy, tout ça, les polos, les t-shirts et tout. Il arrivait à avoir tout ça en rose, comme si on avait créé un secteur rose pour les hommes, pour qu'il y ait des grandes tailles. Alors je sais pas comment il faisait, ou s'il avait des gens des couturiers, ou je sais pas. Mais en tout cas, il a influencé, et les hommes ont commencé à porter le rose, simplement, normalement, sans se dire oui, on va me prendre pour un gay ou on va me prendre pour une meuf ou quoi. Donc il y a eu une influence vraiment, et ça a apporté beaucoup au mouvement. On avait l'autre Jim Jones qui était habillé tout en rouge et qui clamait Blood clairement. On avait Cameron qui était habillé en rose, et on avait Juelz Santana qui mettait ses bandanas sur sa tête, mais comme une couronne déposée sur sa tête. Donc il y avait vraiment un style vestimentaire très marqué. C'est dans ce sens-là où c'était en train de devenir un mouvement, c'était pas juste un groupe de rap. Donc, le premier album de Cameron marche. Après, il décide donc de signer le label, comme j'ai dit tout à l'heure, Diplomate. Donc, toutes les sorties Diplomate vont sortir sous Roc-A-Fella. Et le truc, c'est que à un moment donné, je me rappelle d'une espèce de page de pub que Roc-A-Fella avait pris dans les magazines où ils avaient
mis un espèce d'organigramme. Voilà, les boss de Rockefeller, Biggs, Jay-Z et Dame Dash, ils disent vice-président de Rockefeller, Cameron. Jay-Z, il était parti en vacances à ce moment-là. Quand il revient, il voit ça, il est devenu fou, il s'est embrouillé avec Damon Dash, c'est quoi cette histoire? Tu sais très bien que j'aime pas ce mec, tu le mets vice-président de ma société, parce que c'est aussi ma société, tout ça. Bref, ils s'entendent pas bien, Jay-Z et Cameron, même s'ils ont fait un morceau ensemble, ils Mais il y a s'entendent aussi pas une bien. histoire de remix foireux. Lequel? Oh boy. Ouais, non, il y a Jay-Z, 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 en fait, quand il Ouais. voit que le truc prend et tout, je dis, ah, ok, Il a je pas veux pris ça. participer, mais je veux un remix avec un couplet à moi. Ouais, Je crois que le truc, si je dis pas de bêtises, il est enregistré, ouais, mais il sort jamais. non. Et Non, mais- et Jay-Z, il est fâché, il se dit, mais Ouais. comment ça, il est signé chez moi, j'ai fait un remix, en plus, moi, Après, Cameron, quand il a parlé, il a dit en gros, ouais, j'étais pas super satisfait du couplet de Jay-Z. Ouais, tout c'est ça. Ça a quand même vexé Jay-Z, sachant que Jay-Z, c'est son patron dedans. Ouais, voilà. Voilà. Donc, il y a ça, mais finalement, quand même, il accepte de faire Welcome to New York parce qu'il, ça y est, Oh Ouais. Boy, c'est devenu énorme et il sent que Cameron, ça va marcher. Mais, comme à l'intérieur, ils s'entendent pas, alors, il y a le deuxième album de Cameron qui sort, qui est Purple Haze. Le deuxième Ouais. album chez Rockefeller, qui est son 4e album studio en vrai. Mais chez Rockefeller, le deuxième album. Et qui est un album assez costaud, mais sans qu'il y ait des gros hits comme Oh Boy ou Emma. Donc l'album, il marche moins, beaucoup moins, voire pas. Et lui, Cameron, il va dire oui, ça marche pas parce que Rockefeller, ils ont pas appuyé sur le bouton. Ils m'ont un peu boycotté. Et c'est pas Damon Dash, c'est pas Biggs. c'est Jay-Z. Donc voilà, il attaque Jay-Z sans dire son nom, mais on comprend. Et de toute façon, Jay-Z répond pas tout de suite. Bon, il a autre chose en tête. Mais entre-temps, bien sûr, il y a l'album des Diplomates qui sort. Mais ça, on en reparlera après parce que ça mérite un topic. Mais voilà, en tout cas, là, comme on est sur Cameron, deuxième album de Cameron, ça marche pas. Et après, ils s'en vont en fait. Ils quittent Ouais. Rockefeller. De toute façon, c'est plus possible avec Jay-Z. Et il y a eu un grand problème, j'en ai déjà parlé dans la sauce, mais le grand problème, c'est que quand Jay-Z revient avec son album Blueprint, album classique, avant que l'album sorte, il a son single Edge to the Izzo morceau, Ah, produit par Kanye West. Il doit faire les MTV Music Awards qui ont lieu en général fin août, début septembre, et il doit lancer son tout nouveau single parce que son album sortira le 11 septembre, Ouais. ce fameux 11 septembre. Et je me rappelle qu'il fait un live magnifique où il est dehors, habillé tout en Jordan, de la tête aux pieds, Chicago Bulls, tout ça, machin, pour dire que je suis le Michael Jordan du rap, je suis le meilleur. Il est là avec une chorégraphie des enfants, tout, et il fait le morceau, et il est dans la rue, tout ça. Ça fait vraiment, c'est le retour du président, c'est le retour du patron, tu vois. Et en fait, Cameron est chez lui, il regarde la télé, et il voit ça, il pète un plomb. il pète un plomb parce qu'il dit, mais c'est mon instru. Kanye West a fait ça pour moi. Comment ça se fait que mon morceau se retrouve à la télé comme ça? Et il appelle Kanye West en furie. Et l'embrouille Kanye West. Ouais, comment t'as donné mon beat? Tu l'as donné à Jay-Z, t'es fou, quoi, nan, nan. Et lui, il dit, ouais, non, mais j'étais là, j'étais en studio avec lui, je faisais défiler des instrus. Et ensuite, il y a celle-ci qui a tourné. Il m'a dit, c'est quoi ça? J'ai dit, non, c'est à Cameron. Il a dit, j'en ai rien à foutre, tu me donnes. Tu me donnes cet instru, c'est moi le patron. Je suis ton patron, tu me la donnes et tout. Ouais, mais Cameron, il a déjà fait un truc dessus. Jay-Z a dit, je m'en fous, tu me donnes ça. Et Kanye West, il dit, ouais, j'étais obligé, je lui ai donné et tout. Cameron, il est parti en couille, il a commencé à insulter Kanye West, il a commencé à insulter Jay-Z, et là, c'était de plus en plus profond leur truc. Et donc, à ce moment-là, lui, Cameron, il est plus chez Rockefeller, il signe un deal de distribution avec Asylum, qui était chez Warner, un petit label de Warner, et il sort son nouvel album là-bas, et sur cet album-là, il a un morceau carrément où il insulte Jay-Z, il appelle Alf, pour ceux qui se rappellent de la marionnette, il y avait une C'est quoi espèce de l'album? série. C'est Kill la Season. Kill la Season. Ouais, bah voilà, c'est Kill la Season. Et après, il y a le film sort avant ou après. Ouais. Le fameux film très ghetto. Il est en guerre. Si vous pensez que Paid in Full, c'est ghetto, Kill la Season, c'est pire. Voilà. Et il est en guerre contre Jay-Z et tout. Jay-Z lui répondra aussi plus tard et tout. D'ailleurs, Voilà. petite parenthèse, excuse-moi de te couper, mais Mhm. ce morceau-là, c'est You Gotta Love It, si je Ouais. dis pas de bêtises, Mhm. avec un refrain de Max B Max B. qui est incroyable. Et à un moment donné, Cameron il rappe et il fait hey, coupe le son, coupe la prod.
Il fait comment ça? Jay-Z, t'as 45 ans et tu portes des sandales avec des chaussettes. Il dit, comment le King de New York peut porter des sandales avec des chaussettes? Et c'est incroyable. Tout le monde C'est rigole. bien que tu mettes le point dessus parce qu'il faut savoir une chose. New York, c'est construit en ce qu'ils appellent des boroughs. Les 5 boroughs, il y en a 5. C'est plus ou moins des quartiers. Bon, pour nous, des Français, ce serait des villes en vrai. Il y a Brooklyn. Brooklyn, c'est la taille d'une ville Ouais. pour nous. Mais eux, ils appellent ça un borough, genre un quartier. Donc, il y a le Bronx, il y a le Queens, il y a Long Island, il y a bref. Et il y a Harlem. Et Harlem, en fait, c'est Manhattan. Et dans Manhattan, il y a Harlem dedans. Et Harlem, faut savoir que les mecs d'Harlem, c'est les mecs les plus fly au niveau des habits. Ouais. Ils ont toujours été dans le look, c'est très important, et ils ont toujours été très arrogants par rapport à ça. Ils aiment trop regarder les autres, ils savent pas s'habiller, nous on s'habille mieux et tout ça. C'est des gens qui ont toujours été très arrogants, et on le voit, Big Up à Titaï, on le voit avec ASAP Mob, Yes. qui viennent d'Harlem aussi. Ils sont beaucoup aussi dans les habits, dans l'allure, c'est très important. Donc quand Cameron il dit ça sur Jay-Z, pour lui c'est important. Quand il voit Jay-Z avec des sandales, tout ça, non, il dit on peut pas faire ça, un truc. C'est Mais très c'est des important. sandales bro. avec des chaussettes. Tu vois. Oui. C'est pas juste des sandales, t'es pieds nus, tu vois. Ouais, Il a mis ouais, des ouais. chaussettes avec. C'est Non, c'est mais- ridicule. mais En vrai. pour un mec de Harlem, ça peut pas passer. C'est Donc, impossible. tu vois, lui, il voulait même plus rapper quand il a dit ça. Il a dit arrête la musique. Il a dit et là comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'était ouais. trop pour lui. Donc voilà, c'est très important. Harlem, c'est ça. C'est l'allure, ton attitude, tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, ensuite, hors Rockefeller, il connaîtra de moins en moins de succès, Cameron. Ça va tomber tout doucement. Ouais, Mais il va s'embrouiller avec 50, et on sait que c'est clair. avec le fameux un morceau long beef. Là, Curtis. il a fait Curtis de l'autre côté. Bah, l'autre, 50 il- lui répond et tout. Ouais, Moi, He's Gone, je tout considère ça. 50 a gagné, parce qu'à ce moment-là, je pense que 50 il a Ouais. beaucoup plus de Oui, succès. oui. Cameron, il est sur vraiment la pente descendante, voilà. donc c'est très compliqué pour lui. Exactement. J'arrive plus à suivre. Après, Exactement. et en fait, en même temps que la pente descendante, il y a d'autres trucs encore, des embrouilles internes Interne. avec Santana, Jim Jones, Jones, etc. tout ça. et tout. Donc, Voilà. ça devient très, très, très compliqué. Et Cameron, c'est quelqu'un qui a pas la langue dans sa poche, en fait. C'est-à-dire Ouais. que même quand il y a des embrouilles internes, il va le dire. Il va à la radio, il le dit. Il va à la radio, Il il s'en- en interview. Il s'embrouille, en fait, il s'embrouille avec Santana, parce que Santana commence à traîner avec Lil Wayne et tout. Ouais, Ils ont un projet en commun qui doit sortir. ouais. Et Santana, en fait, Lil Wayne, il était déjà dans la Voilà. ligne Ligne. depuis un moment. Il buvait ce Et truc Santana, pour... Santana, ça devient son pote, et Santana, il Ah, tombe dedans, en fait. Mais complètement. Mais il devient accro, et Cameron lui dit non, mais c'est pas possible, en fait. Ouais. Tu vois, c'est... Ils disent qu'ils arrivaient même plus à enregistrer Ouais, les c'était morceaux pas possible, ensemble, parce que tellement Santana, il était défoncé. Il était hein. défoncé à chaque fois, Ah. il en a eu marre. Et là, le groupe commence tout doucement Ah, ils à s'écartent se séparer. tous. Tout le monde s'écarte, chacun fait ses trucs en solo et tout. Un truc important, même si on va reparler après, c'est que Juelz Santana, son deuxième album, alors que tout le monde s'est barré de Rockefeller, son deuxième album, il sort chez Def Jam, donc c'est plus Rockefeller. Mais à ce moment-là, Jay-Z est patron de Def Jam. Et je sais que Cameron et Jim Jones, ils leur veulent de Ouais. toujours bosser, même si c'est pas de près, de toujours bosser avec Jay-Z. Et ça, ils lui en veulent, et tout ça, ça fait encore des tensions. Mais on va revenir à tout ça après. Comme je disais tout à l'heure, le premier single qui balance quand il est chez Rockefeller, c'est Oh Boy. Et dessus, il y a ce jeune rappeur avec sa couronne en bandana sur la tête, Juelz Santana. Parce que ce morceau est un hit, parce que ce morceau est un classique, les gens attendent l'arrivée solo de Juelz Santana. Il faut savoir un truc très important dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, c'est que là, à ce moment-là, à New York, il y a un game qui est très important, c'est le game des mixtapes. Ouais. Ouais. Il y a G-Unit qui arrose New York de mixtapes. Eh ben, Dipset, ils font la même chose. Et ça fait que Juelz Santana, il a des mixtapes qui sont dingues dans la rue à New York. Les gens, ils écoutent ça partout tous les jours et vraiment, ils l'attendent. Ils se disent, bon, lui, quand il va arriver, il va tout casser. Donc, ça sort chez Rockefeller, Dipset, Rockefeller. Et je dois avouer que quand l'album sort, je l'achète directement et je suis déçu. Il y a des morceaux énormes, comme il y a des morceaux qui servent à rien. Je trouve que l'album, il est inégal. Lui, Juelz Santana, il est parfait, il rappe super bien. Mais des fois, il y a des choix de prod, je sais pas. L'album manque de cohérence. Et l'album va pas marcher. Mais il va laisser une empreinte. Et pour moi, il va définir ce qui va être le son
de Dipset, ce son un peu mélangé avec le sud, ce son arabe musique, tout ça, machin, Ouais. avec le morceau Santana Town, Oh là là. qui pour moi, c'est juste un bijou, une merveille, c'est du grand n'importe quoi. Le clip, pareil, allez voir le clip, n'importe c'est de la quoi. folie. Avec Cameron qui a une chemise Louis Vuitton, j'ai toujours été jaloux de cette chemise, elle est magnifique. Mais le son, à ce moment-là, c'est pas New York, on sait pas, c'est quelque chose de nouveau. C'est mélangé un peu avec le Sud. Ils font partie de ces premiers New-Yorkais qui comprennent que le Sud va prendre une grande place dans tous les États-Unis bientôt. Et en mélangeant ça avec leur vibe new-yorkaise, ils créent un autre son, un nouveau son. Et pour moi, c'est le son Dipset, en fait. Ouais. Il y a vraiment un son aujourd'hui, tu peux dire, ouais, ça, c'est du Dipset. Et- Déjà, après, je pense on va en parler à plus tard, mais Mhm. quand l'album Diplomatic Immunity Bien sort, sûr. ils collaborent avec les Hitmakers, Ouais. et à ce moment-là, Il y a un son, bien sûr. il y a un son. Ouais. Ça veut dire que les mecs, ils samplent, mais ils samplent pas des notes. Non, Ils samplent des voix. des voix. Ils samplent des voix que tu entends tout au long de l'instru. Ouais. Et avec ça, ils créent la note et ça donne un truc incroyable. Et ça fait partie, c'est une des empreintes que Dipset, que Diplomat a laissé dans le game C'est clair. avec les Hitmakers. Ouais. Tu l'entends sur des morceaux comme Purple Haze, sur Who Am I, Oh my, ça que je pensais, moi. sur plein, Mais- sur le morceau I'm Ready. Mais On va en reviendra parler au plus tard, moment ouais. où on aura ce topic sur Diplomate, mais en tout cas, voilà, il y a un son. Moi, je sais que quand j'écoute pour la première fois le morceau Santana Town, C'est une dinguerie. je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la guerre, c'est la guerre. Alors quand je vois le clip, mais je me dis, merde alors, mais là, ils ont réussi quelque chose. Vous savez que l'album, il marche pas. Mais il laisse une empreinte. Ouais. Et là, Jewels, il s'installe. Et c'est des mots qu'on n'entend plus aujourd'hui parce qu'on est à une époque où t'as intérêt de marcher tout de suite ou sinon de vire. Mais pour moi, ce qui se passe à ce moment-là, c'est du développement d'artiste. C'est, ok, ça n'a pas pris tout de suite, mais vous allez comprendre son délire. Donc, l'album sort, il fait ce qu'il a à faire. Ensuite, on va passer au deuxième album de Joel Santana, qui lui sort quand tout diplomate Comment se ça s'appelle déjà le deuxième? What's the game been missing? What's the game missing? Ah un truc oui, comme ça, ok. j'ai plus le titre exact. Mais tout diplomate se retire de Rockefeller, les embrouilles avec Jay-Z, tout ça. Et Joel Santana, lui, est chez Def Jam. Il reste chez Def Jam en direct. Mais ça tombe au moment où Jay-Z est patron de Def Jam. Et je sais que Cameron, Jim Jones vont un peu en vouloir à Joel Santana de rester là. Mais bon, il fait son business et tout. Et cet album-là va marcher. Moi, personnellement, je le trouve moins bien que le premier, Ouais. mais il a un gros single. Donc on va écouter ce single où il y a un mec qui siffle. C'était pareil. Ah. Voilà, ils prennent énormément de risques, je trouve, dans les beats. Ils font des trucs, c'est vraiment différent. C'est jamais comme tout le monde. Et ouais, le deuxième album de Joel Santana a marché, et je pense qu'il marche aussi grâce au premier. C'est ce que je dis. Ils ont fait du développement, et c'est pas pour rien que Def Jam dit ok, Diplomate il quitte Rockefeller, mais nous on va garder Joel Santana parce qu'ils sentent que Joel Santana il a le potentiel pour marcher, il a quelque chose, et puis il a une dégaine de star déjà aussi. Mais bon, en tout cas Joel, à ce moment-là, il est là, il traîne beaucoup avec Lil Wayne et il commence à annoncer un projet commun avec Lil Wayne. Tout le monde devient fou parce que Joel c'est au top de son art, parce que Lil Wayne est au top de son art. Tout le monde se dit que eux deux ensemble, ça va être grandiose. Malheureusement, le projet ne sortira jamais. Ah, il y a des morceaux qui vont être leak à droite, à gauche. Machin. Très gros morceau. Voilà. Je pense à. Mais beaucoup plus tard. Non, Non, pas- Là, le projet, il y a peut-être en tout 6 ou 7 morceaux qui sont leaks en vrai, mais Il y a eu une mixtape aussi. Voilà. Faut oublier, il y a eu une mais mixtape. beaucoup plus tard et tout. Et bien sûr que c'était bien, mais je pense Ouais. que ça aurait dû, le projet aurait dû sortir au moment Ah où on l'a ouais. annoncé. Parce que les deux étaient au top de leur forme. C'est ça. On a un Lil Wayne qui sort de Carter 2. Il est incroyable, c'est le Fireman, Ouais, tout c'est- ça, là, il est chaud. Les deux, ils sont au top. Ouais. Malheureusement, ça sort pas parce que Il y a eu trop de boissons. trop de lean. Voilà. Trop de lean dans les cups. En tout cas, c'est très important ça, c'est que Joel Santana, en étant au contact de Lil Wayne, se défonce de plus en plus en buvant ce liquide très à la mode à Houston qu'on appelle lean, qu'on appelle codéine, qu'on appelle bref, de toutes sortes de noms. Et Cameron, à un moment, dira
Oui, c'est impossible de travailler aujourd'hui avec Joel Santana parce qu'il est défoncé 24 heures sur 24. Il boit trop de scissor, il boit trop de lean, tout ça. Et voilà, en mettant ça sur la place publique, ça fait que les mecs commencent à ne plus se parler. Même Jim Jones, il commence à être de son côté et tout. Donc, il y a vraiment une tension et on attend un troisième album solo de Joel Santana qui arrive jamais, en fait. Et on commence vraiment à croire ce que Cameron dit. Oui, il est tout le temps défoncé. Parce que c'est pas possible de jamais sortir d'album, sachant que ton dernier album en date a marché. Ouais. Normalement, tu dois venir d'enchaîner. Après, il a eu des mixtapes. Il a eu des mixtapes, il a eu des gros feats, notamment Bima Benz and Bentley avec Lloyd Banks. Lloyd Banks, ouais. Il y a ça, il avait un morceau avec Chris Brown, là. Ouais. Je me rappelle plus je me rappelle du clip et tout. Voilà. Mais ouais, il a des gros, il a Back Like Cook Cracked. Voilà. Il a des morceaux, il a des feats, il a des mixtapes, mais l'album, il arrive jamais. Il devait s'appeler Born to Lose, Build to Win. Mais il a jamais vu le jour. Après, il revient avec une mixtape, mais trop tard en fait, qui s'appelle God Willin'. Je sais plus quand est-ce qu'elle sort. Mais c'est trop tard en fait. Ça y est, c'est fini. Il est plus à la mode. Deep Set sont plus à la mode. Tout ça. Et moi, c'est un peu ma déception parce que finalement, c'était peut-être mon rappeur préféré du crew. Ouais. Et je trouve que parce qu'il était carrière, complet. Ouais. Il était complet, il avait tout, il avait une énergie, il avait la technique, il avait le flow, même tu vois, il avait la dégaine, il avait la gueule de l'emploi même, j'ai envie de te dire, tu vois, il avait la gueule commerciale, tu vois, comparé à un Cameron ou à un Jim Jones qui ont vraiment des têtes énervées, tu vois. En fait, il avait tout pour réussir et il a découvert le néocodion, le fond. Et il est tombé. C'est ma déception. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il a fait une interview avec deux mecs là sur YouTube et il raconte comment il rencontre Cameron, pour la première fois. Ah, j'ai pas vu ça. Et en fait, il dit, je crois que son cousin connaît Cameron. Et un jour, son cousin lui dit, tiens, regarde, je suis avec Cameron là, vas-y, je suis dans une voiture et tout. Et le mec monte dans la voiture, Cameron il dort. Cameron il est dans la voiture, il dort et il fait son cousin, il réveille Cameron, il dit regarde, il y a mon cousin Santana là, celui que je te disais qui rappait, il peut te faire un truc là, tu vois. Cameron il dort, il est fatigué, il met l'instru, il dit quoi, vas-y fais-moi un truc là vite fait et tout. Et Santana il rappe, mais il se donne à fond, tu vois, parce qu'il dit c'est sa chance. C'est sa chance, bien sûr. Et le truc, ça finit, comment tu fais? T'as fini, ça y est? Ouais, ça va, c'est bien, c'est vite fait. Soit il dit que c'était vite fait, soit il dit que c'était pété, tu vois. Mais il est pas genre conquis, tu vois. Bon, après, il se passera des trucs en coulisses qui font que bon, Santana a intégré le groupe. Mais en tout cas, il raconte qu'au départ, c'était très mal, en tout cas, ça avait l'air d'être mal parti pour qu'il fasse partie du groupe, tu vois. Finalement, ça s'est fait. L'arrogance d'Harlem, les mecs, ils sont comme ça. On va s'attarder sur celui que l'on appelle Capo. Jones. Voilà. Jim Jones, ce mec qui s'habille en rouge, qui s'habille comme une rockstar. Lui, son look à lui est différent dans Deep Set. Mais en fait, quand il commence, je pense qu'ils sont tous au même niveau à peu près. Oui, quand tu regardes Oh Boy, il met des jerseys et tout ça. Avec le temps, c'est le premier à raccourcir entre guillemets, c'est ça. C'est ça. Tu vois, c'est l'un des premiers avec du True Religion, les ceintures avec des têtes de mort et avec des diamants c'est une rockstar. Ça s'habille comme une rockstar. Du Ed Hardy bien serré là sur lui, c'est l'un des premiers. Après, Joel suit. Au Cameron, il suit pas parce que il a toujours pas suivi d'ailleurs. Il en a rien à foutre. Il veut toujours pas, tu vois. Mais ouais, Jim Jones, c'est l'un des premiers à s'être aminci entre guillemets en termes de ça. Voilà. Et je vous rappelle encore une fois que Harlem est très 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 porté sur l'allure, l'attitude et tout. Et là on le voit, Jim Jones, il se dit bon, il faut que je change de style, il faut que truc, voilà. Il s'habille comme une rockstar un petit peu et tout. Mais Jim Jones, comme je disais au début, c'est le mec qui a la caméra, qui fait des petites vidéos. Quand le net se développe, il décide de faire des courts-métrages, des films et tout ça. On le voit faire ça. Et tout doucement, plus le temps passe et plus on le laisse faire un couplet par-ci, un couplet par-là, sans que ce soit vraiment exceptionnel. Mais ce qu'on peut reconnaître à Jim Jones, c'est qu'il a une voix particulière. Au moins, on le reconnaît. Dès qu'on entend sa voix, on sait que c'est lui. Donc, Cameron le pousse à prendre le micro, dit viens. Bon, à un moment donné, il se laisse prendre au jeu. Hein. Je vous rappelle que
On est à une époque où Puff Daddy vend des millions de disques alors que tout le monde sait que c'est pas un rappeur. Et à partir du moment où on calibre tout pour lui, on lui écrit des textes, on lui met les meilleurs instrus derrière, il est capable de faire un bon disque. Donc ça arrive très souvent aux États-Unis que quelqu'un qui ne soit pas vraiment rappeur se mette à rapper sérieusement et qu'il fasse des albums. Sauf que, bien sûr, pas chez Rockefeller. Def Jam aussi, en tant que Jim Jones n'est pas un rappeur, donc pas chez Def Jam. Donc lui, directement, il est en indé. Ouais. C'est vraiment le premier à faire, c'est vraiment son truc Dipset, et avec Coach, qui est une boîte de distribution indépendante, mais qui distribue un peu sans être désobligeant à cette époque-là. Toutes les peines perdues ou les anciens, ceux qui ont brillé mais qui descendent et qui ne brillent plus, ils se retrouvent chez Coach. Mais à force de faire ça, Coach devient très important. Parce que vendre un peu de disques de tel artiste, un peu de disques de tel artiste, à la fin, ils vendent énormément de disques. Leur réseau de distribution s'élargit. Et ça devient cool à un moment d'être chez Coach. En tout cas, lui, il y va. Et il a un bon deal. Ses disques sont distribués. Et il sort son premier album solo, alors qu'il n'est franchement pas une réussite. Moi, je le trouve horrible. Mais Je l'ai jamais écouté. Personne. On My Way to Church, je ne me trompe pas. Ouais. Et par contre, il y a le single qui est magnifique. Le morceau s'appelle Certified Gangsta. Alors c'est carrément un morceau West Coast. Hein. C'est une reprise d'un morceau d'NWA. Pour la version du clip, parce que dans l'album il n'y a pas. Pour la version du clip, il invite The Game. The Game fait un couplet. Ouais, exactement. Et voilà, le morceau est magnifique et tout. Bon, moi je me suis fait avoir comme ça. Hein. J'ai vu le clip, j'ai dit oh là là ça tue. J'ai acheté l'album, j'ai dit oh mon dieu. Regarde, le clip, c'est une reprise de la première scène de Menace Society. Exactement dans l'épicerie shop, ouais. Où les mecs ils vont acheter à boire. Tout est carré parce que les mecs ils rentrent dans le truc et tout et ils prennent du scissor. Ouais. Et la scissor, pour rappel, c'est la boisson du Dipset, de la même couleur que la ligne, mais c'est un truc je crois à base de raisin si je dis pas de bêtises. C'est pas. Je suis pas un spécialiste. Faudrait qu'on demande à Régis qui avait fait un. J'ai oublié. Bon voilà, le scissor, c'est voilà, ça reprend tous les codes de la ligne, mais c'est pas de la ligne, c'est de l'alcool. C'est dans une bouteille blanche, il y a écrit scissor en violet. Ils font leur promo. Voilà, ils font leur promo. Les mecs prennent du scissor et tout, et là t'as le. Et en tout cas, il y a tous les codes de la West Coast dans ce clip, et lui, il clame partout que c'est un Blood, donc un de ces gangs de West Coast à la base. Il invite The Game, parce que The Game aussi, et voilà, The Game c'est un Blood aussi, donc ils ont fait cette connexion, et voilà, vraiment il part vraiment dans cette imagerie là, et le morceau est vraiment bon, on va l'écouter juste après, mais l'album est vraiment pas bon. Il sort un deuxième album qui est mieux. Moi, en ce qui me concerne, c'est mon préféré, mais sans être exceptionnel, comme on l'a dit, c'est pas vraiment un rappeur ce mec. Harlem Diary of a Summer. Voilà, d'ailleurs, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, laisse-moi tout couper, si je dis pas de bêtises, c'est dans cet album qu'il y a un morceau à la fin où on entend un mec et tout le monde croit que c'est Jay-Z. Je crois que c'est sur cet album. Ah, je sais plus, faudrait que je réécoute. En tout cas, il y a un morceau. Ouais. En plus, je crois que il y avait déjà eu l'embrouille. Je crois qu'il était pas un truc et tout. Oui, déjà. Et là, on entend un mec qui rappe, on entend un truc, et là, tout le monde pète un plomb. Oh, mais comme Jay-Z sur l'album de Jim Jones, incroyable et tout. Et pendant longtemps, et tout le monde y a cru. En fait, c'était pas lui. C'était un mec qu'on appelle NOI, qui est ce qu'on peut appeler un double danger, non? Copycat, on va dire ça. Copycat de Jay-Z, parce qu'il a le même flow. Lyricalement. Il y en a eu plein, hein. Ouais. Des mecs comme ça. Lyricalement, c'est pas pareil. Ouais. Mais c'est le même flow. Même voix. Mais c'est carrément pas du tout Jay-Z. Tu vois. Ouais. Ah, bah, pour la petite histoire, Jim Jones et Jay-Z étaient en bif pendant longtemps. À un moment donné, même, j'ai pas compris ça de la part de Jim Jones, mais il a croisé à un endroit Nio, il voulait sauter sur Nio, parce que Nio était signé chez Def Jam à l'époque où Jay-Z était patron, c'est Jay-Z qui a signé Nio. Donc lui, il en voulait à Nio gratuitement, en plus Nio c'est un chanteur de R&B, qui se va l'emmerder, franchement. Après, Jim Jones, c'était beaucoup dans des histoires comme ça, beaucoup dans des bagarres. Il y avait des concerts, à un moment, il y a un mec qui fait des doigts, il saute dans la foule, il va mettre une patate à un mec, il remonte sur scène et tout ça. Mais bon, ces embrouilles sont pas toujours bien passées parce que Jay-Z, c'est un mec qui a vite compris, depuis ses coups de couteau sur Lance Riviera, qu'à un moment, ok, t'as un homme, t'as des embrouilles avec des gens, mais tu dois plus être en première ligne. Ouais. Parce que c'est Jay-Z, il devenait important. Donc,
il devenait plus malin, il faisait des trucs plus mafieux. Et il a signé un mec d'un quartier de New York qui s'appelle Washington Heights, où il y a énormément de Dominicains, énormément de Latinos. Et c'est un quartier très Kaira. Et ce mec, il s'appelle True Life. C'est un rappeur de ce quartier-là, un rappeur gangster de New York. Et Jay-Z, avec Rockefeller, ils avaient monté une filiale qui s'appelait Rock La Familia, où ils signaient des trucs latinos. Et il avait signé lui, mais pour faire du rap. Et il y avait Noriega qui a fait un album de reggaeton sur le même label et tout. Mais lui, True Life, c'était vraiment pour faire du rap new-yorkais, gangsta. Et ce mec-là, en fait, il aimait pas Dipset, il aimait pas surtout Jim Jones, il le détestait. Et il voulait montrer au monde que Jim Jones, en fait, c'était pas un mec ghetto, c'était pas un mec ghetto. D'ailleurs, c'est un mec de la middle class, en vrai. Et même Cameron, il la voit à un moment donné. Et à partir du moment où il clamait blood, il voulait montrer aux gens, faire croire aux gens que c'était un gangster et tout. Et ce True Life s'est dit, moi, je vais montrer aux gens que ce mec n'est pas un gangster. Et en plus, Jay-Z m'aimera encore plus si je le fais. Donc, pour la petite histoire qui a été racontée par Jaja, en plus, confirmée par Jaja, un jour, True Life vient tout seul, il rentre dans le studio où Dipset est en train d'enregistrer, il met une droite à Jim Jones et il s'en va en marchant et personne ne fait rien. Parce qu'ils savent que il vient T'as qu'à True Life, c'est fini. Ils savent que il vient de Washington Heights, que les mecs derrière, c'est des oufs. Et pareil, ce mec-là, il était en bif aussi avec Mobb Deep. Jay-Z était aussi en bif avec Mobb Deep. Et c'est dans ce sens-là où je te dis, Jay-Z, à un moment donné, il a signé ce mec-là, ok. Il rappait bien et tout, mais aussi, tu vas régler mes histoires. Voilà. Tu vas régler mes histoires dans le hood. Et voilà. Et à chaque fois, on le voit, ceux qui ont déjà vu ou pas encore vu les DVD qui s'appellent Beef, je crois qu'il y a 3 ou 4 volumes qui parlent de toutes les embrouilles dans le rap américain et tout. Il y a un passage sur True Life dans le volume 1, je pense. Et bon, ce mec-là, il sera accusé de meurtre. Il ira en prison. Et il est sorti là, il y a pas longtemps. Ouais, il a sorti des là, il vient de signer d'ailleurs, si je me trompe pas, chez Freebandz, je crois, sur le label de Future, parce qu'il était pote avec Future et tout. Et là, il sort des trucs, il a un clip avec Rick Ross, là, il vient de sortir un nouveau clip. Mais bref, tout ça pour dire que Jim Jones était souvent dans des sales histoires comme ça, et notamment avec Jay-Z, c'est monté, plus que un des artistes de Jay-Z est venu lui mettre une droite et tout ça. Mais qu'au final, aujourd'hui, il a signé en management chez Roc Nation. Ouais. Jim Jones, qui a été pendant des années en bif avec Jay-Z, bah, finalement, ils ont fait la paix, ils ont trouvé un moyen de travailler ensemble. Et le management de Jim Jones aujourd'hui, c'est Roc Nation. Donc voilà, je sais que Cameron n'a pas tout à fait compris. Bon, après, pour l'instant, il se passe rien en vrai. Parce que mais Jim Jones, moi, jusqu'à maintenant, je comprends pas pourquoi ils l'ont signé en management, mais pour faire quoi en fait? Mais parce qu'il est, je sais pas, il est fini en plus. Enfin, c'est ça. Il a. J'ai pas compris la démarche. Il a plus rien. Enfin. Après, si t'es Jim Jones, je comprends. Mais quand t'es Jay-Z Roc Nation, pourquoi faire en fait? Ouais, voilà. Je comprends pas la démarche. Bon, mais après Roc Nation, c'est pas non plus. En management, Roc Nation, c'est énorme. Ah ouais? C'est énorme. Les gens ne se rendent pas compte. Je te donne juste un exemple. On prend un mec comme Yo Gotti. Ouais. Yo Gotti, c'est un mec, c'est sympa. Personne dit c'est un tueur ou quoi. C'est pas une machine à hit, mais voilà. Il peut te sortir un banger. Il t'a fait down une DM comme ça. Ouais, il a fait Rack It Up là avec Nicki Minaj, tout ça, voilà. Mais ces albums, c'est pas des réussites. Il arrache pas tout en album. Il peut te sortir un banger. Voilà. Mais personne se dit que ce mec est une star. Depuis qu'il a signé en management chez Roc Nation, déjà, il fait plus de hits qu'avant. Et surtout, là, il vient de signer un contrat avec Puma. C'est lui, la tête de gondole de Puma. Et tu te dis, il n'y avait pas d'autres gens à mettre à la place de Yo Gotti. C'est là que tu comprends quand même le rôle de Roc Nation. Roc Nation en management sont très forts. T'as des mecs comme. Voyou. C'est ça. Tu vois, là, Young Dolph, il se fait tirer dessus. Les gens, ils ont commencé à se dire, il paraît que c'est lui, c'est pas lui. Mais il est chez Roc Nation et boum. Ouais, mais Yo Gotti, il est jeune, tu vois. Jim Jones, il. Ouais, non, moi, je suis d'accord avec toi. Je comprends pas le move. Mais Roc Nation, c'est énorme en management. Un mec comme Fabulous, qui a pas sorti d'album depuis longtemps, il fait de l'argent. Il fait des mixtapes. Il fait des shows, il fait des shows tout le temps. Roc Nation lui trouve des partenariats avec Nike, des trucs machin, il fait de l'argent. Et c'est là où tout le monde va aller chez Roc Nation parce que Roc Nation, même si t'es pas disque d'or, ils arrivent à te faire gagner de l'argent. Ouais. Parce qu'à un moment, c'est Jay-Z derrière et les marques écoutent. Quand Jay-Z dit ouais, faut que vous travaillez avec lui, on l'écoute. Donc, ça peut être un bon move pour Jim Jones, mais pour vendre quoi, je ne sais pas. J'attends de voir. En tout cas, on verra. Mais voilà. Tout ça, c'est pour résumer Jim Jones. C'est pas
C'est pas le grand rappeur. Il a sorti 2 albums. Bon, ça a pas 3, fait grand 3. bruit. Non, on y arrive. Ah, Il sort pardon. 2 albums. Ça a pas fait grand bruit. Moi, je trouve que le deuxième est meilleur que le premier. En même temps, c'était pas difficile. Personne prend vraiment au sérieux Jim Jones en tant que rappeur. Jusqu'à ce qu'arrive ce 3e album avec le fameux single We Fly. Bolide. Voilà. Et là, tout change pour lui. Il fait enfin un premier single numéro 1. Et je tiens à préciser que tout ça, c'est en indé. Ouais. C'est en indé. Le mec, il est vraiment sur le label Dipset et tout. Le single est numéro 1. Il en fait un remix où il invite d'autres gens. Un remix incroyable. Voilà. Il joue avec de l'argent. Il se jette des liages dessus. Avec, alors, il y a Santana, il y a Birdman, il y a Young Juo, Ouais. il y a T.I. et il y a Didi. Voilà. Et là, vraiment, personne l'attendait, le mec. Là, il s'installe, en vrai. Mais là, les gens commencent à dire, ok, on respecte, t'es numéro 1, on respecte. Bon, il y aura jamais de deuxième tube dans l'album, c'est pour ça qu'il a fait le remix. Mais au moins, il peut dire qu'il a fait ce morceau, et ce morceau, il l'a repris partout. Et notamment parce qu'il dit bowling dedans. Il faut savoir que bowling, ça peut être jouer à la balle, jouer au basket, mais c'est surtout faire de l'argent. Quand un mec dit que je suis un big baller, c'est ça veut dire que je suis un mec qui fait beaucoup d'argent, je suis un flambeur, j'ai beaucoup d'argent. Mais grâce à ce lien, ce double sens, ce morceau est joué sur tous les terrains d'NBA. C'est incroyable. C'est incroyable, ça fait que c'est numéro 1, tout le monde fait le geste. Quand il fait bowling, il fait le geste du shoot des basketteurs pour faire un 3 points ou quoi. Et ces détails-là, habituellement, on les voit à Atlanta. Atlanta, ils ont toujours une danse qui va avec le morceau, tout ça. Nanana. Et lui, il a fait ça sur un morceau qui, pour une fois, sonne pas sud. Parce que Dipset, ils ont cette influence sud. Et là, ils ont un truc qui peut être juste appelé comme un son new-yorkais et tout. Et il réussit à faire un hit avec. Et là, ça change tout pour Jim Jones et tout. Je trouve que derrière, il a pas su capitaliser non plus. Après, Il y a les embrouilles aussi internes. l'album, il est solide. C'est l'album c'est l'album solide et c'est surtout le moment où il intronise la légende Max B, tu vois, Ouais, sur Max plusieurs morceaux, Mhm. notamment sur l'intro. Il y a un morceau qui s'appelle Don't Forget About Me, tu vois. Ça reste un album solide en vrai, tu vois. Il y a de bons morceaux. Mais il y a le morceau. Moi, j'ai il pas y a le morceau, accroché. il y a le morceau Emotionless avec Santana aussi. Qui est Ouais. correct. Il y a, moi j'ai un coup de cœur, c'est Pin the Tail avec Max B et Cameron. C'est un bon truc. Après, c'est pas un album de Moi, ouf. j'ai pas accroché. Maintenant, tu t'as mis le doigt sur quelque chose. Par contre, il nous ramène Max B. Ouais. Et là, pour ça, quand même, moi, je disais, lui, il est intéressant et tout. Et c'est bien. Et ils ont pas fini ce truc d'amener des gens. Tu vois, comme ils ont amené Jewel, ça, à chaque fois d'amener des jeunes, des nouveaux, et ça, c'est bien. Donc, Jim Jones change de statut. Mais je trouve que derrière, il se perd, il se retrouve. Après, il signe, il devient producteur, je crois, chez Warner. Non, directeur artistique chez Warner. Voilà, directeur artistique chez Warner. Et il décide, en fait, de mettre en avant son équipe à lui. Donc, il crée le label Bird Gang. Ouais. Et il sort la mixtape MOB, Member of Bird Gang, avec le regretté Stack Bundles, qui était un potentiel énorme. Ouais. Mel Matrix, NOI, Max B, et tout ça. Après, c'est des mixtapes, c'est pas ouf. C'est ça. Et après, les embrouilles. Donc, ils s'embrouillent avec Max B. Ça tourne mal, ça fait des morceaux en clash. Ouais. Max B sort des mixtapes. Il sort des mixtapes avec des. La cover, c'est genre une tombe où il y a écrit RIP Jim Jones, RIP Santana. Et Max B, il roule avec French Montana à ce moment-là. Et Max B roule avec French Montana. Ouais. French Montana, bon, à ce moment-là. Et French Montana et Jim Jones ne s'aiment pas. Ils se détestent. Il y a une vidéo sur YouTube où ils les embrouillent, les gens les séparent et tout. C'est vraiment la guerre. Les deux ne s'aiment pas. Et bon, French Montana, disons qu'il récupère, entre guillemets, Max B. Et il crée tout ce truc de Coke Wave, etc. qui fera la légende. Et ils sont chauds dans les games des mixtapes à New York à ce moment-là. Non, mais là, c'est énorme. French Montana, Max B, tout ça. Moi, j'ai une collection de mixtapes de Max B, je les ai même pas toutes. J'ai toutes les mixtapes public domain avec du 1.2, du 2.5, tu vois, on est vraiment dans un. Ils ont développé le truc à mort. Il y a des morceaux, tu peux entendre sur le 1 ou sur le 3, enfin, tout est mélangé. Et encore, tu sais, j'ai que les public domain. Après, il y a encore une autre série
T'as les mixtapes, t'as 2 mixtapes avec French Montana, il y a encore des trucs avec Dipset et tout. C'est incroyable en fait. Il retourne New York. Hyper productif, Max B. Les gens ne se rendent pas compte comme il se retrouve en prison. Il y a plein de gens qui se disent libérez Max B d'ailleurs, libérez Charlie Winston. Donc il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte, mais fallait s'intéresser au game des mixtapes et les mixtapes sont toujours là et vous vous rendrez compte pourquoi en fait il y a des gens qui sont très attachés à ce Max B. Pour moi la vraie chute de Jim Jones, elle arrive dans une télé-réalité que je regarde beaucoup, que je regardais beaucoup. Là les dernières j'ai pas trop suivi, il faut que je m'y remette. C'est Love and Hip Hop. C'est un truc où il y a des gens en vérité, même s'ils le disent pas comme ça, des gens qui sont plus dans la lumière et qui ont besoin d'argent en fait, et qui se retrouvent dans cette télé-réalité. Et Jim Jones, il se retrouve dedans avec sa meuf, qui s'appelle Chrissy. J'en place une pour Kimbella, la meuf de Joel Santana, qui est juste magnifique. On t'embrasse. Mais moi j'en place une à Juju. De Cameron, de trucs très très lourds. Incroyable aussi. Mais voilà, Chrissy et Jim Jones se retrouvent dans ce show, Love and Hip Hop. Et il y a la mère de Jim Jones qui est dans le show. Et la mère de Jim Jones qui est assez usée par la vie, pour ne pas dire autre chose, et qui est un peu fofolle dedans. Et en fait, ce qu'on voit dans cette télé-réalité, c'est que la mère de Jim Jones déteste la petite amie de Jim Jones. Donc elles passent leur temps à s'embrouiller. Et à un moment, ils décident de se marier, et lui, il veut chercher le consentement de sa mère, et sa mère refuse. Sa mère fait même un morceau de rap où elle dit la femme de Jim Jones dedans, tout est n'importe quoi. Et Jim Jones, parce que sa mère n'aime pas sa petite amie, sa fiancée, il pleure dedans. On le voit en train de pleurer pour ça. Et je pense que quand il a fait ça, c'était fini. Plus personne ne voulait entendre un disque de Jim Jones où il dit que c'est un gangster. Et quelques années plus tard, il y a l'épisode où Jim Jones va chez Funkmaster Flex et raconte son histoire. Il se remet à pleurer encore, il raconte les embrouilles de Dipset et tout ça. Et c'est quelqu'un qui pleure un peu trop pour un mec qui dit que c'est un gangster. Il est émotif. Ouais, mais viens pas me vendre un disque où tu dis que t'es un blood et t'es un gangster, tout ça. On te croit plus. Le gangster pleure, mais il se cache. Lui, il se cache et pas. Lui, c'est pas caché. Et c'est ce qui a niqué son truc. Bah ouais. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, plus de crédibilité pour faire un disque. Et après, tout ça, il a sorti Pray for Rain. Il y a les hits. J'ai oublié cet album-là. Ah non. L'album est nul. L'album est nul. L'album, il est mauvais. Le hit, c'était même pas le sien. Et le hit, c'est Pop Champagne. C'est Pop Champagne. Qui était le morceau de Ron Bros. Ouais. Et lui, il a récupéré pour le mettre sur l'album. Donc. Mais, ouais, après, il l'a récupéré, mais c'est son hit quand même. Il est dessus, il a un couplet. Mais, il y a un mais Joel Santana aussi, vois, voilà, c'est le morceau de Ron Bros. Moi, tu vois, j'ai, pas volontairement, mais j'ai oublié cet album tellement il est nul. Ouais, de toute façon, le single, c'était nanana, c'était n'importe quoi. Après, Slurs POMI, c'est le début de la fin. Et après, il faut Rain, il y a un autre album. Après, il lance une série de mixtapes avec, il lance son truc Vampire Life. Ouais. Il lance sa marque, il lance sa série de mixtapes et tout. Avec des petits trucs plus ou moins bons, mais ça y est, c'est fini. C'est fini. Puis même l'ère Dipset est passé. Il y a tous les sudistes qui contrôlent le truc. Ouais, voilà, tu vois. C'est fini. Mais après, ils sont arrivés tôt, ils ont fait leur truc, ils ont fait Dipset, c'est des légendes, ils sont respectés. Bien sûr, bien sûr. Mais t'as plus l'engouement, tu vois, quand t'entends Jim Jones sortir un truc, t'es plus à l'affût de ton clavier, genre, je vais aller écouter ce qu'il a fait, regarder ce qu'il a fait, tu t'en fous, tu dis, ok, je vais regarder, mais. C'est ça. Et puis lui, surtout lui, c'était vraiment pas c'était pas le rappeur surtout du groupe. Lui, tu vois. Donc voilà, je sais que si Joel il sort un truc, je vais quand même tendre une oreille. Jim Jones, toujours. Voilà, Jim Jones moins Cameron, je vais tendre une oreille. Jim Jones, non. Maintenant, on va passer au moment tant attendu, le moment du double Z. On va parler de Diplomate, le groupe. Parce qu'il y a un groupe, il y a des albums qui sont sortis, et notamment le premier qui est Diplomatic Immunity. C'est un classique, j'ai pas envie de chipoter. Double CD, et un classique. On le dit souvent dans la sauce, c'est très dur de faire des doubles CD, même pour les Américains. Jay-Z a raté ça pour moi. Nas a raté ça. Pour moi, il y avait Tupac, Biggie. Eux, ils l'ont réussi. Et il y a cet album de Diplomate qui, pour moi, est un double CD réussi. Après, il y a un album que les gens connaissent moins, mais qui est un album de 8Ball, un rappeur de Memphis, du tandem 8Ball et MJG, qui a un album qui s'appelle Lost, qui est un double CD réussi. Mais
comme il est moins dans la lumière, les gens font moins attention, mais je vous invite à aller le voir. Mais en tout cas, cet album de Diplomate est réussi et il change le game. Il y a un nouveau son. Moi, je vais pas te mentir. La première fois que je l'écoute, je dis c'est quoi ça? Parce que moi, je suis un grand fan de Rocafella. Ouais. J'achète tout Rocafella les yeux fermés. Hein. Et quand j'achète ça, c'est Rocafella, mais ça n'a pas le son de Rocafella. Ah non, c'est un autre Donc truc. je me dis c'est quoi? Et je comprends pas tout de suite. J'écoute, je me dis c'est chelou. Les beats, ils ont l'air décalés. Je comprends pas tout. Mais comme je suis pas con, je veux comprendre. Je me le remets. Et à un moment, ça devient addictif. Ah ouais. Et à un Non, moment, mais je l'écoute tout le temps, ils tous ont- les jours. Ils ont tout changé. Moi, je me Ouais. rappelle, moi qui suis un enfant des années 90, Mhm. j'ai grandi avec le Wu-Tang. Donc on est sur Ok. 36 Chambers, Ok. tous ces trucs-là. Mhm. Sauf que Wu-Tang, après, comme tous les groupes, j'ai envie de te dire, à un moment donné, ça c'est Fritz. Ça vieillit Ça mal, vieillit mal, et il y a etc. le virage n'est pas pris. On va Et le dire. virage, il est pas pris. Après, est-ce qu'il voulait le prendre, c'est un autre débat. Mais le virage n'est pas pris. Et moi, le Wu-Tang est sur sa fin. Et on arrive dans les années 2000. Je me dis, mais. Je suis un peu comme un enfant perdu, tu vois. avec Tu mes roules potes. avec qui On maintenant? est perdu, on se dit, mais on va écouter qui maintenant? Voilà. Parce que bon, les artistes solo, on les connaît. Ouais. Mais on préfère plus s'identifier à un groupe quand t'es un groupe. Parce que tu dis, Mhm. ouais, moi je suis lui. Ouais. Moi je suis un tel. Chacun choisit le Plutôt sien. que parce que si t'écoutes Jay-Z, tu dis, ouais, moi je suis Jay-Z. Ouais, mais moi je suis. Tu vois. Ouais. Je me dis, mais qui on va suivre en fait? Tu vois, le Sud, c'est pas encore ça. Là, c'est Mhm. que New York. Moi, la Mhm. West Coast, je suis carrément pas dedans, tu vois. Mhm. Et on est des enfants de New York, nous, en vrai. Tu vois, moi, personnellement, moi et ma bande, en tout Ok. cas, je suis un enfant de New York. Ok. Donc tu cherches dans New York Je quelle cherche dans va être New ta York. nouvelle saveur. Et je suis chez un pote un jour. Parce qu'avant, bon, Internet, c'était pas tout le monde qui avait Internet. Et je suis Mhm. chez un pote. Et chaque fois qu'on allait là-bas, on allait tous les jours sur le site de Rocafella. Et je me Ok. rappelle du site, sur la gauche, t'avais la liste de tous les artistes qui étaient signés. Ouais. Les P.D. Crack, les Ocean Spark, il y avait Ah. tout le monde, tout le monde. Tout Philadelphie. mec. Voilà. Et on tombe sur un clip, on regarde au début. On comprend pas du tout. Et on tombe sur Dipset en tête. Oh mon Dieu. Et le jour où j'ai vu ce clip, je crois que ma vie et la vie de millions de personnes dans le monde ont changé. C'est indéniable. On voit un mec avec un manteau énorme en cuir avec 2-3 couleurs dessus, on comprend pas. Alors que lui il est tout fin. Et il est tout fin. Et déjà, on entend déjà la prod. On dit, Ouais, waouh, dingue, là. le mec il pose un clip incroyable. Mais tu vois, on a ce clip là, mais après, le clip s'arrête. Oh et mon là, Dieu. ils sont dans Moi- New York Moi, je suis la Avec deuxième un- partie, mec. avec un Hummer rose. Ouais. Et là, on Killer. voit Cameron. Mais il est rose de la tête aux pieds. Ça veut Ah dire ouais. que le durag est rose, le t-shirt est rose. Les Et là- Timberland et sont il a une roses. espèce de manteau en bandana rose, là, C'est un truc magnifique. de fou, malade. Et on se dit, mais qui sont ces mecs-là? Tous les mecs derrière lui qui marchent, tout ça. Parce que tous les albums de Cameron du début, là, les albums d'avant, on les connaît pas, nous. Parce que ça a pas traversé... Mais Les je vais te frontières. dire une chose en plus, c'est que le Come Home With Me, il a le son de Rocafella. Ouais, Sur le Purple Haze, il commence à avoir le son diplomate. ouais, il a le son de Dipset. Mais cet album-là, Cet album, diplomate, là, il y a le son de Dipset. Incroyable. Et c'est fou. Et c'est là, en C'est fait, une révolution. il collabore très en majeure partie avec les hitmakers. Je crois que c'est Ouais. un duo ou un trio Ouais. de beatmakers qui sont légendaires. Bon, aujourd'hui, ils font encore des trucs moindres, mais Mhm. avant, et les mecs, comme je disais tout à l'heure, ils samplent pas que des notes, ils samplent surtout des voix Ouais. que tu entends tout au long de la mélodie. Et c'est un nouveau truc, en fait, tu vois. Et Mhm. tous les mecs que tu entendras plus tard qui feront ça, ils sont inspirés de Dipset, en fait. Faut Ouais. pas se mentir. Mhm. Et les mecs, et t'entends les morceaux, tu te les enchaînes et tout. C'est beaucoup de samples, beaucoup de samples. Il n'y a pas vraiment de Beaucoup de de voix nouvelles pitchées. Il y a, mélodies créées il y a et tout. Just Blaze qui Tu vois, bosse il y a aussi Just dessus. Blaze et tout. Toujours avec les voix Et- pitchées. Et même l'intro, ne serait-ce que l'intro, je crois que c'est un freestyle Ouais. de. Ah, je sais plus qui c'est, je crois que c'est LRL ou Fortical. Mais même l'intro, elle te met dedans, t'es genre. Oh putain, les mecs, parce que quand t'entends les autres trucs, les intros, des fois c'est des petits trucs où ça parle, il n'y a pas de rap en vrai, tu vois. Ouais. Et en plus, comme je disais, nous, on cherchait des repères. Il y avait le G-Unit, Mhm. mais moi, je me reconnaissais pas dans le G-Unit. Parce que c'était trop brutal pour moi, en vrai. Tu vois, c'est trop brutal. Les mecs, c'est des grands voyous. 50, il a pris 9 balles. Tony Voyou, je crois, il est en prison. Ouais. Young Buck, c'est un dernier des voyous là dans le sud. Lloyd Banks, pareil, tu vois. Je m'identifie pas à eux, vraiment, tu vois. Uh-huh. Le Dipset. Oh,
Après, t'as tout ce qui s'ensuit, t'as tous les albums et tout, tu vois. Ah. Diplomatic Immunity, pour moi, ça a changé ma vie, en vrai. C'est un classique à mes yeux. Ça a changé ma vie. Tu peux pas... Il est spécial, je le Il est répète. spécial. C'est pas facile d'accès, mais quand tu rentres dedans, c'est fini. C'est fini. Moi, j'écoutais cet album tout le temps. Et tu vois, tu parles du clip de Deep Set Anthem, donc en deuxième partie, il y a I Really Mean It. Ah ouais. Moi, quand j'entends ça, déjà l'instru que Just Blaze a fait, comment Incroyable. Cameron rappe dessus, comment... Oh, j'ai rappé dessus moi-même. et le clip, juste ce truc où Cameron marche devant, il y a tout le quartier Tout le derrière, quartier. tout ça. Il y a un Hummer rose. Oh au milieu du mec, truc moi, et tout. c'est fou, c'est Et- fou. Moi, je crois que j'ai 12, je sais plus quel âge j'ai, Mhm. mais je monte pas encore, je connais Paris, je connais très peu Paris, je connais très peu Châtelet, je connais très peu Clignancourt. Ok. Et les jours où j'y vais, mais tu rentres dans tous les magasins, tous les mecs, ils vendaient des t-shirts roses. Ah oui, Ça non, y est. mais c'était fini, c'était fini. Ça y est. Cameron, il a démocratisé Mon- ça. Moi, je me rappelle, mon grand frère, Mhm. c'est l'un des premiers que j'ai vu, il a pété un plomb. Et tu vois la veste en cuir de Santana dans Deep Set Anthem, Ouais. il est parti en PT2, une carreau noir blanc, une carreau marron blanc. Il est arrivé avec au lycée. Laisse Mais tomber. Les gens me disaient, ah, mais oh, les gens ils pétaient les plombs. Ils disaient, New mais York. c'est quoi Je disais, va regarder le New clip, tu vas York. comprendre. Il est arri- C'est lui que j'ai vu avec les premiers t-shirts roses, Dourag rose, casquette rose, tout. Tu pètes un plomb, le double t-shirt, t'as le blanc en dessous, le rose au-dessus. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Et tu rentres dans tous les magasins, Châtelet, Roughneck, et tu vas partout. Ah, Tous les mecs, ils vendaient ça. Tous les Normal. mecs, tous les mecs qui traînaient en bande, ils voulaient ressembler au Deep Set. Tu C'était te un rends truc compte de de fou. l'influence quand même. Ils ont un impact incroyable. Cameron, un mec, il dit je vais m'habiller en rose. Ça Et- fait le tour du Et on monde. l'a demandé. Ça On fait l'a le dit. tour du monde. Quand on l'a demandé, on a dit, mais pourquoi du rose? Mhm. Il dit, parce que je savais que personne n'allait le faire. Et il a eu raison, en vrai. Et c'est un risque et il a pris, ça a marché. D'ailleurs, il y a la photo mythique où il a une fourrure toute Ouais. rose avec la capuche. Et il a son téléphone à clapet comme ça, là. Uh-huh. C'est incroyable. Franchement, le mec, il est... Enfin, je dis le mec, mais les mecs, c'est Ouais. légendaire, en fait. Et chacun a son délire. Tu vois, Cameron, Ah ouais. il est complet. Ils Santana, c'est le jeune pouce qu'on on dit, tiens, c'est toi. Jim Jones, il sait pas rapper. Tu vois. Mais il est là avec Mais sa il est là, voix. il tente, tu vois, il persiste, il est là. Ouais, il ramène tente une son truc et vibe et tout. Freaky Zeki, il est là pour faire le gogol, tu vois, dans les clips. Même dans la Freaky musique. Zeki. Mais il est essentiel, il est important, Ah, tu vois. ah. Tu vois, moi, le mec qui fait l'avion dans les Je veux clips, dire. etc. Et c'est aussi l'album où tu découvres Deep Set, parce que Les Diplomat, nouveaux. c'est le Ouais, noyau. ouais, les mais en autres- vrai, les t'as autres Deep Set artistes derrière. avec les autres mecs. T'as LRL, Mhm. t'as Fortical, t'as Unkasa, t'as tous ces mecs-là qui sont connus dans la rue, mais pas. Pas sur disque, Pas hein. sur Nous, disque. le public, on les connaît Et les pas. mecs, tu les écoutes, c'est incroyable en fait. Après, ils ont des projets aussi qui sont bien, que moi j'ai pas écouté personnellement, mais Mhm. qui sont corrects parce que j'ai l'avis de compères. Je pense à Atis et Sinto, Ah, des spécialistes. des grands spécialistes Ouais. qui connaissent et tout, de Nkasa et Fortical, etc. Mais voilà, ils sont mis en avant et on découvre en fait ces nouveaux mecs qui feront pas non plus, tu vois, ils feront pas parler d'eux plus tard parce que Oui, oui, oui. Après, tout le monde peut pas. avoir Voilà, tout le monde peut pas, déjà que Deep Set truc a eu grand du public mal, et tu tout, vois. ouais. mais voilà. En tout cas, c'est cool de les avoir tous ensemble Ouais. et de découvrir donc les jeunes pousses Mais après, dessus. quand Diplomatic Immunity sort, la barre est extrêmement haute. Mhm. Et là, on se dit, mais le deuxième album, Ah, ça va être compliqué. comment ils vont faire? Ah, Ça va être super dur. Ils nous ont donné un double album ouais. avec très peu de fautes, très peu de ratures. Mhm. Comment il va être le deuxième? Entre-temps, il y a des mixtapes qui sortent. Il y a Ouais. genre The Title Stays in Harlem, Mhm. avec des freestyles et tout. Il pose genre LRL qui pose sur Windows Shopper et tout, Mhm. etc. Diplomatic Immunity. Après, il y a des albums et Et tout. des qui albums sortent solo et entre-temps. tout, machin. Diplomatic Immunity 2, il sort. Ouais, Je crois qu'il y a déjà des embrouilles. ouais. T'es déçu. Moi, j'étais déçu. T'es déçu, Mais mais il y a des Mais- morceaux mais- dedans, il y a des mais- perles. tu Attention. vois, il y a le morceau Santana, donc S-A-N-T-A-N-A, Ouais. que moi je trouve incroyable. Mais on va le jouer tout à Mais l'heure. Je le trouve incroyable Le aussi. vrai hit, le banger de cet album, il y en a deux. Que moi je considère. Moi, je pense à Crunk Music. Voilà. On Moi est je pense à Push It déjà, parce que Push It, bien sûr, reprise de Salt and Pepper, incroyable. il est fou. Shout out to Lil Wayne. Et, Tu sais, Lil Wayne exact, traînait ouais. dans le studio, les dédicaces au début du Et, morceau.
mais Crunk Music. Parce que bon, là, le Sud commence à arriver. Ah là, c'est clairement Tu Sud vois, et tout. La vague du Sud arrive dans New York et tout. Et Ah, les New-Yorkais sont en mode, comment on va faire et tout? On va Ah. être envahis par Ouais. tous ces mecs-là et tout. ah, Et les mecs, ils sortent Crunk Music. le morceau est dingue. Et L'instru. Oh mon L'instru, Dieu. elle est, je sais pas comment le mec, il a composé son truc, mais t'entends les wow, dip, Ouais. dip. Et tu fais, oh. Tu vois, le clip est ghetto, c'est très sombre et tout. On prend vraiment les codes du Sud et tout. Et ils ont réussi, en fait, à se renouveler sur un morceau, en tout cas. Et c'est l'un des seuls points positifs de cet album, parce que dans l'ensemble, Mhm. Diplomatic Immunity 2, il est faible, tu vois. Ouais, c'est Il pas- est comparé Mais au premier, c'est trop faible. Mais on va en reparler un peu des autres albums de Diplomate en groupe. On va en parler après. Mais là, j'aimerais qu'on écoute 3 morceaux tirés du premier album de Diplomate qui pour nous est un classique. Attention à ce que t'as mis. Non, t'inquiète pas. Je te fais confiance. J'ai pas pris de risque. On va écouter Deep Set Anthem. Voilà. On est ça d'accord. c'est fait, ok. On va écouter I Really Mean It. Ah, ok. Normal. Et en 3e morceau, j'ai choisi Beautiful Noise, qui est un morceau énorme. Et pour ceux qui, comme moi, se sont tués à cette émission sur BET qui s'appelait Rap City ou The Basement, où il y a des super freestyles, ceux qui ont vu le freestyle de Dipset, c'est le freestyle où Cameron est en train de compter ses billets comme ça, en même temps qu'il rappe son couplet. Alors, parenthèse, Il vient j'étais sur un site, un blog, je crois que c'est DJ Booth. Ouais, Très, 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 très bon site que je vous conseille d'ailleurs. Ils font des bêtes d'articles ok. qui ont classé Allez, les Rap City. ok. Et il a fini premier. Ah bah tu vois. Ah, il y a même pas à chipoter. Vous vous rendez compte? Tout le monde pose normalement. Déjà, en plus, il y a Santana qui va finir son couplet avec Welcome to New York City. Nope. Welcome to Dipset City. Ok. Et là, Cameron arrive en rose, Décontracté. décontracté sur la prod My Life de Scarface. Ah, Et le mec continue à se de billets. Et il rappe. normal. Sans fioriture. Il y a même pas, tu sais, tu dis même pas, il va bugger à un moment donné parce qu'il il va se concentrer sur un comptage de billets. Rien. Le truc est Ils fluide. peuvent faire les deux en même temps. C'est incroyable. Franchement, Et j'aurais dû le convertir en MP3 pour le mettre. ce couplet est extrait du morceau Beautiful Noise, le couplet de Cameron. Roule avec Driver spécial Deep Set, c'est le feu dans le studio, vous savez pas, mais quand on a joué Deep Set Anthem, Oh là là là. l'homme qu'on appelle Double Z était en train de rapper le morceau en entier, on aurait dit c'était du rap là français. là là. Il connaissait toutes les paroles. Two more for Cam for taking over the rock. Yeah, it's my yeah. Oh non. Et j'insiste une nouvelle fois, mais je vous jure, et je pense que ça doit être pareil pour plein d'auditeurs. Mais ce morceau, cet album, ça a changé la vie des gens. Je vous jure ça. Vous vous rendez compte, moi, Wu-Tang, Brooklyn Zoo, Chimie, tout ça là. À un moment, t'es perdu, tu dis, ouais, mais où est-ce que je vais aller? Unit, bon, vas-y, ça y est. Ne spoilons pas, un jour on va faire une spéciale G-Unit et ça sera bien. Et je serai là. Voilà. Je serai là pour imiter Tony Yayo et son fameux You Can See Me que John Cena Voilà. a repris. Voilà. Non mais ouais voilà, tu dis ça a changé la vie de beaucoup de monde. Moi pour la petite histoire, moi en 2010 je sors un album qui s'appelle L'Architecte et on me demandait d'où ça vient, pourquoi je m'appelais L'Architecte. En fait tout est parti d'un truc, c'est quand moi j'étais avec mes potes et que on se racontait des histoires et que je disais un truc que les gens ne savaient pas et que moi je savais, ils me disaient ah, mais comment tu sais? Ben, j'ai l'habitude de dire j'ai construit cette ville. We build this city. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et à Ok. force de dire à tout le monde j'ai construit cette ville, je me suis dit mais je suis un architecte. C'est moi qui vais cette ville. Oh, super. Titre de mon prochain album. Mais tout part de Deep Set, mec. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez Quand on vous dit ça change la vie des gens. Donc voilà. Bref, comme on disait juste avant, il y a eu un deuxième volume de Diplomatic Immunity qui est sorti directement sur le label Deep Set et en distribution chez Coach. Là, ils sont plus chers au café là. On le disait, oui, on est déçu quand t'as kiffé le double CD, le premier volume. T'es déçu du deuxième volume, du deuxième album en fait. Mais il y a des perles dedans et on va en écouter deux juste après. Mais voilà, ça a continué. Il y a eu un troisième volume qui est encore moins bien. Ah bon? Eh ouais, il y a un diplomatique. Je sais plus s'ils l'ont appelé comme ça, ou Deep Set volume 1, ou je sais plus quoi. Mais en tout cas, il y a eu il y a- troisième. Après, il y a More Than... Ouais, c'est More Than Music. More Than Music. C'est ça, Il y en a eu volume deux d'ailleurs. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans le deuxième, petite parenthèse, c'est dans le deuxième, qu'il y a Santana's Town Part 2.
bon, qui n'a rien à voir avec le premier, oui. mais la prod est incroyable. Ouais, mais faut pas redonner le même titre en fait. Ouais, Parce que du coup, on est obligé de comparer et on se dit. ouais, c'est sûr, t'es obligé de c'est ça. comparer. Pour Mais moi, l'erreur, elle était là. Mais voilà, ils continuent à sortir des albums en groupe et ils présentent de plus en plus la nouvelle garde. On n'a pas parlé à quel point ils sont étendus parce qu'il y a SNS, ouais, ce groupe de on a SAS en SAS, londonien. ouais, ce groupe de Londres Ouais. qui sont là, qui font partie de trucs. Il y a Jaja qui est une rappeuse, il y a Forikal, il y a comment ça s'appelle, J.R. Writer et J.R. L-Rel qui sont de plus en plus présents sur les projets. D'ailleurs, sur cet album-là, on les entend plus. Ouais, complètement. Et ça marque aussi l'espèce de séparation entre guillemets entre les trois rappeurs principaux du groupe qui sont en train de s'éloigner et tout. Donc ça laisse la place un peu plus aux nouveaux, aux plus jeunes. Ouais. Et voilà. Mais je trouve que la qualité baisse, le temps passe. Et puis Joel Santana qui fait jamais de troisième album, Cameron qui est pris dans des bifs, Jim Jones qui est pris dans des bifs. Ouais, en vrai, c'est le début. En vrai, c'est le début de la fin. Hein. Tu vois. Et, Nous, après, en tant en grand fan de Dipset, on est très content quand l'album lui sort. ouais. Surtout qu'il y a pas que des déchets, il y a des beaux Non, trucs dedans, tu vois. Il y aura toujours à manger dedans. Il y a toujours à manger, mais Mais c'est moins bien quand c'est tu moins bien parce que. regardes les premiers Cameron ou tu regardes le premier Diplomate, tout ça, tu te dis oh. Et je pense que même change. s'ils avaient pas mis la barre aussi haut avec le premier, Mhm. t'aurais quand même été déçu du deuxième parce qu'il y avait plus cette même vibe. C'est Déjà, plus, c'est entre plus, eux, déjà, c'est voilà, c'est même plus son Dipset parce qu'à un moment donné, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont pas, en fait, avec le premier album, ils ont réussi à créer un nouveau truc, mais pas assez pour en faire une vague Ouais. qui allait révolutionner la musique. Et puis Il y même a eu une sorte de mini révolution, mais c'était pas assez. Donc sur le deuxième, Mhm. s'ils refaisaient la même chose, ils allaient s'essouffler. On allait dire non, mais c'est bon, c'est trop tard, ça y est. Donc Ouais. ils sont obligés de s'adapter à ce qui se fait. c'est ce que j'allais dire. C'est Ils que le font. Mais après, ils le font bien. entre-temps, il y a des raz-de-marée du Sud qui arrivent. Ouais, voilà. Tu vois, comme on l'a dit tout à l'heure en parlant du morceau Crunk Music, si le morceau s'appelle Crunk Music, c'est parce que la Crunk Music existe et est partout. Lil Ouais. Jon, à ce moment-là, il écrase tout. Il y a des Bone Crushers qui arrivent, il y a des Young Bloods qui arrivent, tout ça. Le Sud est en train de vraiment prendre le truc pour de vrai. Ça veut dire ces morceaux-là, ils rentrent à New York. Ouais. Alors qu'avant, les New Yorkais disaient, oh, ça, gardez votre truc dans le Sud. Ouais, voilà. Mais des mecs comme Jermaine Dupri qui produit Bone Crusher ou Lil Jon commencent à comprendre le truc. Ils sont très sectaires les New Yorkais. Ok, on va inviter des New Yorkais sur nos morceaux crunk et on va leur envoyer. C'est là que t'as des Busta Rhymes sur des Get Low ou sur Never Scared, Jadakiss, Oh, tout ça. alors, ces trucs qui arrivent, tu Je vois. fais une petite parenthèse. mais Mhm. Le couplet de Busta Rhymes sur le remix de Never Scared de Bone Crusher. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est ces couplets-là qui font que ces morceaux-là passent à la radio à New York Ouais. à ce moment-là. Et là, ça devient compliqué pour des Dipset ou tout ça. D'ailleurs, il y a Cameron sur Il y a Never Scared. Cameron, une version où il y a Cameron. Ben, il y a Cameron, Jadakiss et Busta. Voilà, tu vois. Mais il faut savoir un truc, c'est que à l'époque où Diplomatic Immunity sort, Mhm. le Sud, En fait, le Sud contrôle le Sud. Sud commence- ne contrôle que le Sud en fait. Il commence à rentrer tout doucement sur la West Coast et sur le Midwest aussi, bien Voilà. sûr. Mais pas Mais encore à New New York. York, ils sont vraiment en train de dire non, on n'en veut pas. Mais non, c'est non, on n'en veut Dipset, pas. c'est Diplomate Ils ramènent les sonorités. qui ramène les sonorités Sud dans New York. Ouais. Après la vague se fait, etc. Sauf que la vague est tellement énorme. Mais la vague, en vérité, pour rentrer dans New York, il a fallu inviter des New Yorkais. Ouais. Alors que sur la West Coast, ils ont accepté le Sud directement. Ouais, Ils ouais. n'ont pas eu besoin d'inviter. Mais New York, ok, on va inviter des gens de chez vous. Et en mettant ça, là, les radios se sont dit, ah non, mais là, ça tue, on est obligé de jouer. Et Dipset, ça commençait à tomber. Ouais. Ils avaient cette sonorité du Sud, mais là, ils se disaient, on va jouer le vrai Sud. Même s'il y a des New Yorkais dessus en feat. Et voilà, c'était un peu le début de la fin, mais bon. Là, maintenant, on va passer à deux artistes. Il y a L-Rel et il y a J.R. Writer. C'est des mecs qui sont arrivés donc un peu plus tard que les autres dans le groupe et qui ont envoyé un nombre incalculable de mixtapes. Hein. Là, je me suis replongé dedans et tout. Je me suis dit, putain, RL, il a envoyé. ils ont envoyé quand même. Ger, les il a mecs. fait un petit tour en prison. Ouais, bah. Il est ressorti, il a changé de blague, il s'appelle Ouais. Zeus maintenant. Mais... Ah ouais? Ouais, bon. Merde. En Les mecs, termes voilà. d'humilité, Ouais. c'est pas trop leur La délire. prison, tu vois, elle a pas, tu vois? tu vois.
Mais avant de parler d'eux, je voulais juste revenir déjà sur le Dipset. Bon, Diplomatic Immunity 2, après il y a eu 2 fois Modern Music, ça a pas trop pris. Ils ont eu des bifs, après ils ont tout... Il y a toujours eu des sortes de mini-retours. Ouais. Je pense déjà à un retour, le morceau avec le retour avec le morceau Salute, produit par Arab Music, qui est un très gros morceau, une prod incroyable. Arab Music, c'était la folie. Et C'est moi, la je folie. découvre ces mecs-là par rapport à Dipset. Arab Music, moi, je connaissais pas avant. Avec Duke Dagod. Voilà. Et la musique, je le Il est répète, fou. la musique pour aller en guerre. Mais lui, il est champion de les compètes de MPC là où il faut composer un truc très rapidement. Il est champion. Moi, je l'ai vu sur scène une fois. À un moment donné, tu peux plus voir ses doigts. Tu vois des faisceaux. Elle est rapide en plus. Ah ouais, mais à la il vaisselle, à est, taper il comme est ça. super rapide. Et il est capable de te composer une prod. Il fait une prod avec des bruits. Tu vois. Mais Il a- est-ce que c'est un rebeu? Moi, je me Je suis sais déjà pas. posé la question. Je sais Il pas. s'appelle Arab Music. You're Est-ce que c'est un listening rebeu? Arab music. Je sais pas du tout. Mais il est très fort. Et quand il produit Salute, Parce que French Montana n'est pas French. non, il est Il est marocain. rebeu. Mais ouais, franchement, le morceau est incroyable. Et d'ailleurs, ils font une scène, je crois qu'ils font Ce que j'ai vu, il y a une réunion là. ouais, ils font une scène, mais en fait, quand ils sortent Salute, ils sont invités à un truc, je crois que c'est Source Awards ou BET, je sais plus lequel. Je crois que c'est BET Pop Awards, ils sont invités, ils refont le morceau sur scène. Ouais, C'est accueilli par toute la foule, et comme on sait, la foule des BET, c'est le public, mais c'est aussi des artistes, bien sûr. tu vois. Donc, tu vois un Busta qui bouge la tête, C'est- qui fait le signe. Et moi, je Pour trouve ça dire- beau. Et moi, je trouve ça tellement beau. À chaque fois que je regarde les beats, BET Awards, je trouve ça tu beau. vois des rappeurs bouger sur qui la bougent, musique qui des autres connaissent rappeurs. les paroles. Mais oui. Moi, je trouve ça incroyable. Et tu Ah, vois que Busta, il prend le truc, il fait OK, les mecs, vous êtes revenus. Et moi, quand ce morceau sort, j'ai espoir. Je me dis, ah, il y a peut-être un truc. Et en plus, Arab Music, il a beaucoup collaboré avec Cameron et tout. Et il est bon dans ce qu'il fait. C'est un nouveau délire. Peut-être que si le projet, s'il sort un truc entièrement produit par Arab Music, peut-être que, bon, finalement, ça se fait pas. Il y a des morceaux comme ça à gauche à droite, mais ça se fait pas. À un moment, Cameron revient avec le morceau Deep Shit, produit par A-Track. Et dans le clip, on voit Damon Dash. Je vois très bien. Il y a Juelz qui fait le refrain. On se dit, ok, ils vont revenir, surtout que Cameron et A-Track préparent un projet en commun qui s'appelle Funeral Reserves. Le projet n'est pas encore sorti, peut-être ne sortira pas. Et il n'y a pas de suite encore. Et là, récemment, ils vont se produire sur scène, justement, avec le A$AP Mob, qui est la relève Harlemite, entre guillemets. Ils vont se produire, donc les 4, donc Freaky Ziki, John, Santana et Cameron. C'est super. Est-ce que, apparemment, ils ont fait la paix, tout le monde est content, etc. Est-ce que un projet va voir le jour? Je ne sais pas. Mais voilà. C'était On attend. la très On verra. grosse parenthèse. Alors, LRL J.R. Whiter, LRL, il a introduit, comme je disais, dans Diplomatic Immunity 1, il fait un freestyle. Et il fait un freestyle en prison. Il faut savoir qu'LRL, à ce moment-là, il est en prison. Ils ont... Et en fait, c'est des trucs coup de fil et tout. Et le mec rappe, en fait. Tu vois. Ils ont récupéré le truc. Et le mec rappe. Après, il y a 2 morceaux, il y a vraiment des couplets, je pense qu'il avait fait avant d'être incarcéré. Mais il y a un couplet où il est en prison, il rappe au téléphone et tout. Et c'est incroyable. Et ils sont vraiment... En fait, franchement, je pense que ces mecs-là sont organisés, tout est carré. Parce que on connaît Diplomate. Dipset, ça vient après, en vrai. Et Dipset, c'est vraiment le truc plus large, tu vois. Et sur Diplomatic Immunity 2, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est sur ça ou sur Modern Music 1, mais je pense que c'est sur Diplomatic Immunity 2. Il y a un clip qui sort, qui s'appelle Get Down the Best Out. Et donc dans Get Down, c'est Santana qui rappe, il fait son truc et tout, super bien, ça c'est un truc très sud et tout. Et à un moment donné, l'instru change et c'est un nouveau morceau. Et c'est le morceau qui introduit les mecs du Dipset. Donc t'as Fortical, t'as Bezel, t'as J.R. Whiter et t'as LRL. Et ces 2 derniers-là, je pense que c'est les 2 qui vont grimper le plus parmi toute cette bande. Même si les autres ont fait des projets et tout, mais ils seront moins connus que LRL et J.R. Whiter. C'est clair. Parce qu'ils ont sorti beaucoup de projets. Moi, alors LRL, il a sorti un album qui s'appelle For the Hell of It. Avec une pochette, moi, que je trouve incroyable à l'époque. Il a la bouche ouverte et ses dents, cartouches de gun. Je trouve ça beau, c'est moche en vrai. Je pense qu'à l'époque, il faisait ça avec des logiciels mystiques, tu vois. Et
Moi, c'est un album que je kiffe parce que LRL, c'est un mec de la rue. Mais Je pense que c'est marqué sur son visage. C'est marqué sur son visage. tu vois. Et c'est vraiment un mec de la rue. tu vois. Et il le transmet sur cet album. Mais il le transmet bien parce que c'est pas un album avec que des morceaux ghetto, tu vois. Et c'est un morceau, il y a la patte Deep Set, c'est-à-dire que t'as encore ce truc où ça sample des voix, avec des mélodies, qui sonnent très hitmakers. Mais le mec parle de la rue, il aime enfin, c'est vraiment un enfant de la rue, tu vois. Il personnifie la rue comme sa mère ou comme sa femme, tu vois. Et il y a une série de morceaux à un moment donné qui, moi, je crois, qui commence à, il y a un morceau qui s'appelle Deep in Love. Il y a un morceau qui s'appelle You Can Count on Me. Il y a un morceau qui s'appelle Life in the Ghetto, où il raconte un peu les débords de ce qui se passe dans la rue. Il dit, ouais, regardez, la fille là-bas, elle était en cloque, c'est devenu une craquette. L'autre là-bas, il s'est fait chlasser pour des broutilles, etc. Mais le mec parle de la rue, il adore la rue, il tente des trucs un peu club. Je pense au morceau avec Young Joe qui sonne un peu plus banger, mais bon, ça prend pas trop. Il y a un morceau avec Cameron qui est très estampillé Deep Set avec des voix, un sample de trucs d'opéra et tout. Mais il y a un morceau de Joe Hater, un morceau avec Santana. Moi je trouve que l'album est incroyable parce que c'est déjà, quand tu sors de Diplomate, c'est très dur d'aller chercher un disque. Tu vois, faut vraiment être un grand fan pour aller te dire, tiens, je vais aller écouter LRL, je vais voir ce que ça va donner. Parce qu'il a été impressionnant sur les couplets qu'il a lâchés ou les morceaux qu'il a fait en solo sur les albums du Deep Set. Et c'est un bête d'album. Franchement, moi, je vous invite à aller chercher For the Hell of It. C'est un album qui vieillit bien. Ok. En tout cas. Après, Joe Writer, j'ai pas beaucoup écouté. L'album, c'est History in the Making avec une pochette horrible. Un truc Photoshop mal foutu, genre il y a un tapis rouge, le mec est en baggy, en quinri, énervé, triple XL, et t'as tous des photographes blancs avec des flashs comme ça qui le prennent en photo. C'est moche, mais bon, à l'époque, tu dis, waouh, c'est impressionnant. Le mec, il est très technique. Il rappe bien. Hein. Il rappe bien. Ouais. Lyricalement, il est très très fort. Il a son banger, il a son qui s'appelle Grillum, où il a eu un remix. Et t'as plein d'autres morceaux un peu plus introspectifs et tout. Le mec montre qu'il en a, tu vois. Il y a plein de mixtapes où il démontre que non, il en a sous la patte, mais il va en prison, on l'entend plus, il ressort. Trop rue, les mecs, trop rue. Les mecs sont trop rue, tu vois, c'est vraiment les mecs qu'on n'a pas réussi à sortir, parce que bon, Santana, tu vois, tout ça, ils sont sortis un peu de ce truc, il y a plus un aspect business derrière et tout. Santana contrôle des épiceries à Harlem, donc même si la musique n'est pas là, il fait quand même rentrer de l'argent, tu vois. C'est important. Je pense qu'ils n'ont pas de soucis, tu vois. Cameron, il s'est lancé dans la mode, il faisait des caps. Ouais, je me rappelle, il est complètement fou. Ah, j'en voulais une. Parce que quand on se dit cap, vraiment une cape, comme Superman. Ouais, mais j'en voulais. Il est complètement fou. À un moment, il voulait même se lancer dans le business de papier toilette, mec. Cameron, il est complètement fou. Et il contrôle, je crois il a ouvert un resto avec Damon Dash. Il contrôle des trucs. Je tiens à dire que Joel Santana n'est plus avec Kimbella. Je vais tenter ma chance. C'est vrai? Eh ouais. Depuis quand? Un mois comme ça. Non, c'est récent parce que je vois un mois. Ils se sont souhaités joyeux anniversaire et tout. Ouais. Mais ils sont plus ensemble. C'est elle qui l'a dit sur ses réseaux sociaux. Mais non. Ah mais si, c'est la bonne nouvelle. Ma petite Kimbella, j'arrive. Elle a un fessier incroyable. Oh, si c'était que ça. Mais devant, derrière, tout. Je préfère Juju. C'est un délire. Parce que Kimbella, elle est refaite quand même. Est-ce que ça me dérange, ça? Ça te dérange pas. Mais Juju, tu vois. Enfin bref. Ouais. Voilà, LRL, Joe Writer, c'est deux mecs du Deep Set qui sont. C'est pas les plus ouf non plus, tu vois. C'est un peu, tu vois, Kid dans Jimmy. Non, ouais, je les insulte. Ah ouais. Là, je les insulte, tu vois. Je peux pas te laisser dire ça. Mais c'est plus, tu vois, c'est plus. J'ai un writer, moi, j'ai écouté le gars, il rappe. C'est plus dans le sens organigramme, tu vois. Ouais, oui, ok. Mais ok. Parce que Kid. Non, c'est pourri, Kid, tu vois, faut se le dire. Mais voilà, c'est deux mecs du Deep Set qui ont une grosse discographie et énormément de tapes. Moi, j'étais traumatisé. Je me dis, je vais préparer l'émission, je vais aller chercher un peu, me réécouter les trucs. Je me dis, mais il y en a trop. LRL et J. Writer. LRL, il a une mixtape avec un blaze qui s'appelle Eat with me or Eat a box of bullets. Ça veut dire, et en fait, le blaze, il est tellement menaçant. C'est un coup de pression. Tu vas l'écouter, en fait. T'as pas le choix. Tu sais, tu tombes dessus, tu te dis pas. Ça se trouve un jour tu vas te manger une box of bullets aussi, tu sais pas. En plus avec sa tête là, vraiment tu le regardes et tu dis non, d'accord, pardon. Il est vraiment rustique, tu vois. Moi je me rappelle il y a encore
quelques mois, je traînais sur son Instagram. Le mec porte encore du Sergio Tacchini, il met encore des baggy. Il en a rien à foutre. Baggy, débardeur serré sur lui avec des grosses bottines. Il s'en bat les couilles, tu vois. C'est ça. Mais voilà, c'est ce qui fait son charme. Moi, j'adore ce qu'il fait. Enfin, plus maintenant parce que je coupe plus, mais parce que voilà, à un moment donné, faut se mettre à la page, c'est rouillé, mais For the Hell of It et History in the Making respectivement de LRL et Writer, faut aller les écouter, c'est dans la lignée des projets Deep Set qui sont sortis et ça s'écoute, ça vieillit bien, faut aller les écouter. Voilà. Franchement, finalement, que ce soit en solo ou que ce soit en groupe, ils n'ont pas duré longtemps en fait. Ils n'ont pas une grosse longévité, mais ils ont eu le temps de nous marquer. Ah ouais. Et de changer des choses. On parlait de Cameron avec le rose, on parlait de Joel Santana avec son énergie, son rap, sa dégaine, de Jim Jones, tout ça. Ils ont la musique, le son, que ce soit Hitmaker, que ce soit rap music, ce qu'ils ont ramené, ce qu'ils ont changé, ils ont vraiment marqué. Maintenant, ce serait bien qu'on dise aux gens où ils en sont aujourd'hui. Ouais. On en a un peu parlé tout à l'heure avec Jim Jones en disant que voilà, il venait de signer un deal chez Roc Nation. Je sais que Jim Jones, il s'est remis un peu à ses premiers amours, la caméra, et qu'il nous prépare un pousse la fonte surtout. Oh, ah ouais, énormément. Il pousse la fonte. Il va triplé, à la salle en Timberland, en jogging. Mais vraiment, non, mais le mec est vraiment new-yorkais, il en a rien à foutre. Mais ouais, Jim Jones fait beaucoup de business surtout. Ouais. La musique, je pense, c'est un bonus pour lui, mais il a créé son Vampire Life, il a créé sa marque, c'est le truc, vraiment, il a créé sa marque, il détourne des logos mythiques et tout, qui détourne en mode Vampire Life ou VL, il a créé sa boisson, je crois un truc à base de cerises, Vampire Code, je sais plus quoi là, il a créé un truc des puces, je crois, il a créé des puces, il a créé des flip phones. Ok. Pour les trucs de dealer. Pour les dealers. Il a lancé un truc de flip phone avec des forfaits spécifiques et tout. Tu vois, vraiment, ouais, il fait son business, il fait de la musique à gauche à droite. Il est toujours, enfin, dans les télé-réalités. Ouais, il a sorti un album, il a sorti Hell's Kitchen avec un morceau qui s'appelle Harlem où il a invité Seb Ferg. Donc tu vois, il fait la connexion connexion harlemite entre l'ancien Harlem et le nouveau. Il y a un morceau avec Davis aussi qui est un enfant d'Harlem qui chérit Deep Set aussi, tu vois. Donc c'est normal qu'il soit dessus. Joel Santana, qu'est-ce qui devient? Alors Joels, à part se séparer de Makimbella Chéri, il a fait, comme je disais, il avait sorti une mixtape God Willing qui a pas pris. Mais bon, moi j'étais content parce que tout ce qui sort, même moi si j'entends que Joel ça fait caca dans la rue, je prends. Parce que voilà, c'est Deep Set. Mais ouais, il a fait des retours avec des clips, dans un studio. À chaque fois, il nous dit, je me rappelle à un moment, il a fait un retour, il a dit, ouais, maintenant, je vais être beaucoup plus régulier. Quand il a envoyé sa tape, là, ouais. Maintenant, je vais être beaucoup plus régulier. On l'a plus jamais vu. Mais c'est jamais sorti. Moi, je sais. Il a sorti des morceaux à gauche à droite. Il y a un morceau qui s'appelle Drake Voice. Il y a un morceau, justement, il reprend parce que, et c'est là où tu sens que les mecs ont marqué, ils ont marqué le jeu. Parce que Drake, dans le morceau, j'ai oublié le nom du morceau, mais il dit I feel like Joe Santana legging out of the Phantom. Tu vois, donc il dit je me sens comme Joe Santana, la jambe qui sort de la Rolls-Royce Phantom. Et en fait, il reprend ça parce que justement, dans le clip, le remix de Black Republican de Jim Jones de Joels et Lil Wayne, il est dans une Rolls-Royce et il a la jambe dehors. Tu vois. Donc, tu vois, et en plus, c'est un morceau, tu vois, c'est une image isolée sur un morceau dont personne ne se souvient. C'est un remix, tu vois, c'est un truc de mixtape. Mais Drake, il a été traumatisé par ça. Il y a des gens qui ont dû dire, mais de qui il parle? C'est qui Joel? Ouais, c'est vrai. Et il y en a d'autres comme moi qui disaient, donc tu écoutais ça? En fait, tu connais. Tu sais qui c'est ce mec-là, tu vois. Donc moi, ça me fait plaisir, tu vois, d'entendre que des mecs, ils ont des références. Surtout que c'est même pas genre, je me sens comme Joel avec une veste en cuir, une grosse veste en... C'est pas le truc évident. C'est pas évident. Faut être un connoisseur, tu vois. Faut être un vrai connoisseur pour identifier le truc. Mais voilà, Joel, il sort des morceaux à gauche à droite, sinon, il s'habille toujours aussi bien. Et il fait avec Darlem, toi. Ouais. T'es avec du Congo et Darlem. Tout ça va ensemble. Je suis Zaïrois à la limite. Harlem, c'est le Congo, en fait. Non, mais le mec, il a toujours du flow. Il a sorti
Il y a le morceau qu'il a sorti, Time Ticking, avec Davis et Bobby Shmurda et Roddy Rebel qui a cartonné, qui a tourné un peu, tu vois, il a réussi à faire son truc. On attend un projet, il parle de projet, il dit oui, j'arrive. Ouais, il arrivera quand il arrivera. Il arrivera quand il arrivera. Moi, au début, j'étais toujours là à me dire oui. Moi, je l'attends plus. Hein. S'il vient. Aujourd'hui, en vrai, je l'attends plus du tout. Cameron. Cameron, il fait des. Cameron, je pense qu'il est toujours dans son business. Il fait des trucs à gauche, à droite. Il fait Des toujours caps. Il fait des caps, il fait le con avec sa copine. Moi, ce que j'adore avec lui, d'ailleurs, je l'ai proclamé plein de fois. Moi, le couple Cameron-Juju, je le trouve plus stylé, plus beau que Beyoncé et Jay-Z. Parce que Beyoncé et Jay-Z, après, c'est beaucoup plus ghetto. Après, c'est beaucoup plus ghetto, mais les mecs, ils rigolent, ils s'amusent. À un moment donné, je crois qu'il a une station-service, et twerk à la station-service, les mecs rigolent et tout. Moi, je trouve, tu vois, c'est un couple. Après, Juju, elle a rien à perdre. Beyoncé qui twerk dans les stations-service, c'est repris partout et c'est un scandale, voilà, tu vois. Juju, en vérité, moi, je trouve ça reste ghetto. Je suis plus proche de ce couple-là que. C'est difficile d'être proche de Jay-Z et Beyoncé. Voilà. On n'a pas les millions. Aussi. C'est ça. Mais ouais, Cameron, il sort des clips. Il a sorti un clip récemment avec Sen City. Et d'ailleurs, il a cette particularité de rapper des trucs vraiment street sur des prods. Tu te dis, mais comment il fait en fait? Chante l'été, chante la plage, mais non, lui, il chante le ghetto, mais sur des prods genre. Bizarre, c'est des samples de Donna Summer, mystique et tout, mais il en a rien à faire. Et il fait ça depuis le départ. Il fait ça depuis très longtemps, tu vois. Là, il a rappé, il avait repris le morceau de la meuf là qui joue, je crois que c'est la meuf qui joue du piano dans la rue, là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ah oui, je l'ai plus. À un moment, il était même question qu'elle signe chez Murder Inc. Tu vois. Ah ouais? Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié son nom. Alanis Morissette. Alanis Morissette, je crois que c'est ça. Je dis pas de c'est bêtises. elle, je crois. Ouais. Et mais je vois très bien. Il reprend ça et fait un morceau dessus, un sort de court-métrage et tout. Et est-ce qu'il y a un projet qui va sortir? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il s'est réconcilié avec Jim Jones. Ouais. Santana, il s'est déjà réconcilié depuis un moment. Est-ce que tout ça va aboutir? Il y a un truc de prévu, un concert de prévu. Il y a un concert, comme on disait, il y a un concert de prévu où ils remontent ensemble avec le ASAP Mob. Est-ce que ça va aboutir à un truc? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour finir, faut dire que Diplomate est respecté. Ils ont peut-être pas pété internationalement, parce qu'en France, c'est vraiment une niche. Oui. Tu vois, c'est vraiment un... Après, le rap était dur. Le rap est dur. C'est pas un truc facile d'accès. C'est très difficile d'accès. Ouais. Mais ils ont réussi à conquérir des gens comme moi, comme Driver, comme plein d'autres. Comme des millions d'autres, j'ai envie de dire. Et moi, eu facilement. Mais faut savoir qu'ils sont respectés dans le monde du rap. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens se rendent vraiment compte de ce qu'ils ont amené. Sur le moment, les gens le vivaient, ils captaient pas, mais aujourd'hui, quand même, ces sonorités. Moi, ils m'ont plus impacté que le G-Unit. Même si le G-Unit a fait un. Ouais, ils ont fait un gros boulot. Surtout qu'on le mettait très souvent en opposition. Et d'ailleurs, ça a fini par un clash entre Cameron et 50. À un moment donné, il était question, il y a 2-3 ans, qu'ils fassent une tournée ensemble. Et ça s'est pas fait, ils sont pas tombés d'accord. D'accord. C'est-à-dire qu'ils mettent leur bif de côté et qu'ils... Mais ils se sont réconciliés. Ils se sont réconciliés, mais ils n'ont pas fait la tournée. Ils ont fait une scène, Santana était avec Lloyd Banks, avec 50 Cent, etc. Ça, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que cette tournée, elle aurait pu être cool. T'imagines tous les hits de Jimmy, tous les hits de Dipset, tout ça. Incroyable. Mais ça, c'est trop huge, c'est trop beau pour être vrai, en fait. C'est comme imaginer un projet. C'est comme Detox qui sort, tu vois. C'est trop beau pour être vrai. Là, ça y est, tu vois. Mais aujourd'hui, ils sont plus dedans. Aujourd'hui, vraiment, on invite Cameron pour la gloire ou pour dire, ok, je le connais. Il va pas t'apporter un plus, en vrai, tu vois. Ils vont pas t'apporter de plus, mais c'est toujours bien de les avoir pour... C'est un honneur. C'est un honneur. Tu parlais de Drake qui te parle de cette image de Joel Santana. Les jeunes rappeurs aujourd'hui, il y en a plein qui ont écouté ces mecs-là. Rapper avec un mec que t'as écouté. T'es juste content de le faire. Et quand Drake fait sa tournée et qu'il arrive à New York, il invite Cameron sur scène. Tu vois. Il est juste content de t'avoir Cameron avec lui parce qu'il écoute. Il se dit, mais moi, j'étais un grand. Et tous les mecs d'aujourd'hui, quand tu leur parles de Dipset, je pense qu'il y en a très peu qui peuvent en dire du mal. Ouais. Parce que les mecs ont révolutionné le truc par leur flow. Ils ont ramené le Sud. On s'en rend vraiment compte. Tu vois, ils ont ramené le Sud à New York. Et il faut les remercier, tu vois. C'est clair. Faut remercier ces Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui tout au long de cette émission. C'était
Roule avec Driver, spécial Dipset. Hey, Merci à toi, Double Z. merci à toi de m'avoir invité. C'était un grand C'est normal, plaisir. j'étais obligé.